salut à tous, bienvenue. On s'en passera, Alors, Robin, ouais, moi je maîtrise pas. Alors, ça va, Sylvain? Putain, oui, tu t'appelles ça encore va bien. Tibeti sur mon live, je suis vraiment... Ouais, Cependant, j'ai des problèmes de connexion internet d'accord. parce que là, je sais pas, ça consomme beaucoup ce soir. J'ai beaucoup d'images perdues, donc ça risque de laguer un petit peu. Cependant, j'ai la fibre qui arrive le 11, donc à partir du 11, ce sera bien. Le prochain Nice. Formule Brut, il sera fibré. Vous aurez ma gueule en HD. Nice, là, et en plus, oui, c'est ça, il y aura plus de problème de caméra qui pixelise. Mais de toute façon, Ouais. sur tes lives de base, ça pixelise pas trop, non? Non, parce que on passe pas, enfin, je Ouais, passe pas par OBS OBS, Ninja. ouais, c'est ça. J'envoie pas le flux à toi et à Twitch. Ah, là, D'habitude, c'est... c'est qu'à Twitch. Là, c'est beaucoup de Mais demandés, bon. là, ça sollicite beaucoup trop Ouais. de... D'ailleurs, Et t'es toi, sur d'autres collabs pardon. où il y a que moi qui te sollicite, là? En ce moment, il y a que toi. Mais non, demain, on va faire du Sea of Thieves avec Ah oui, l'autre Robin les Sea of et Thieves. le flot de l'histoire. Il s'appelle, Nice. j'ai oublié son prénom. Il Merde. s'appelle Romain. Romain? Je crois que c'est Robin et ça. Romain? Bah, je crois que c'est C'est ça, ouais. possible. C'est Oui, Romain. oui, Ouais, oui, il me oui. semble que c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, sur les Sea of Thieves, je pourrais pas y aller malheureusement, mais je serai de tout cœur avec vous. Ouais. C'est bien, En plus, on va c'est une découvrir la bonne. mise à jour. C'est bien, vous allez relancer un petit peu l'ambiance dans PogChance, au moins entre les streamers. C'est important de créer du team building, tu vois, de faire en sorte que les streamers, ils arrivent bien à s'entendre. Non, mais c'est cool d'organiser ce genre d'événement. Mais toi, t'as un nouvel ordi, donc on va pouvoir aussi relancer de ce côté-là. Ouais, c'est bon, je pouvais pouvoir game parce que avant, de big parties de Sea of Thieves, je pouvais plus les streamer parce que mon ordi s'éteignait, il avait trop chaud pendant la période Ouais. là, donc c'était mort. Et là, J'ai tellement de potes avec qui je joue régulièrement qui ils crachent au milieu de la partie parce que l'ordi surchauffe. ah ouais, putain, je suis pas Ah le ouais. seul du coup. C'est quotidien. C'est quotidien. Mais c'est vraiment quand il joue à Sea of Thieves. Bah, tous les jeux. À tous les jeux, ouais, Apex, d'accord. Sea of Thieves, Ah bah ouais, mais c'est quotidien. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Ah, mon jeu a craché. canicule, c'est pire que c'est le pire moment pour jouer à des jeux en fait. Ouais. Donc ouais, on va voir comment ça se passe, sachant que là, bon, j'ai un problème de son, en fait, ce qui fait que vous n'aviez pas de musique, parce que dès que je mets une piste son en plus de Sylvain, j'ai des grésillements, ça saute quoi. Ça saute et ça coupe le son et ton son, et on j'ai un dirait problème que de les carte canaux son. sonores sont surchargés. Sont Je sais pas. mixés, ouais, il y a un problème de compatibilité là entre mon nouveau setup PC que j'ai mis en place hier et la Go XLR, il y a un truc qui va pas là, un driver à mettre, une config à faire qu'il faut refaire ou je sais pas quoi. Il y a une petite couille dans la matrice, je pense pas C'est que ça ce le soit terme technique. ouais, je pense que c'est ça le terme technique. Je pense pas que ce soit un problème matériel, mais plus logiciel de communication. C'est comme ça. De toute façon, si c'est matériel, je pète un câble parce que là, le mec il veut, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Merci à Raisin Foudroyant, bienvenue sur la chaîne. Et si on faisait l'émission de ce soir? L'émission de ce soir, Dis donc. incroyable. Est-ce qu'on parlerait pas de Formule Brut? Qu'est-ce que c'est que Formule Brut? Pourquoi cette émission? De quoi on parle? Eh ben, Formule Brute, on est tous les deux chimistes, d'où le nom Formule Brute. La Formule Brute, c'est le listing complet de tous les éléments qui sont contenus dans une molécule. Et nous, ce qu'on fait dans cette émission, c'est qu'on prend une molécule, on commence par parler de sa structure chimique, de ce qu'elle est, de son histoire, comment est-ce qu'elle a été créée, etc. Et on rentre un petit peu dans les détails de à quoi elle sert, comment est-ce qu'on s'en sert, dans la nature ou pas, hein, que ce soit des molécules naturelles ou synthétiques. On va étudier un peu en détail au fil de l'eau de vos questions dans le chat, parce que c'est avec vous qu'on fait ça aussi. On va rebondir de question en question pour essayer de développer les idées, les points qu'on a mis en lumière dans la préparation de l'émission. Ouais. Et pour ce faire, on a un bot qui nous relaie les messages de chacun des deux chats. Donc, si quelqu'un écrit dans le mien, il apparaîtra dans celui de Robin, et inversement, tout ce que vous écrivez dans son chat, je peux le lire. Et donc, on va pouvoir relever les questions à deux, on va pouvoir avancer et voilà, on va se faire une petite émission de grosso modo 2 heures autour de la caféine aujourd'hui. C'est ça, la molécule
Du café, enfin on aura le temps de les détailler, mais je voulais dire la molécule du jour surtout, parce que Formule Brute, c'est à chaque fois une molécule différente par émission. Et on a pu traiter de vraiment des molécules très différentes. C'est toutes des molécules qui sont importantes pour l'humanité d'une manière ou d'une autre, qui ont été exploitées pour différentes vertus, que ce soit médicinales ou des vertus de type explosif ou de type pesticides ou ce genre de bail. On a quand même traité une large gamme de molécules déjà. Il y en a encore plein d'autres qu'on a sur notre liste, sachant que bon, l'émission ne va pas non plus, on pourrait faire une infinité de molécules, donc en théorie, on pourrait faire cette émission jusqu'à ad vitam aeternam, mais au bout d'un moment, il va y avoir des redites parce que en fait, il y a des molécules qui se ressemblent et on essaye plutôt dans Formule Brute de dépeindre des grandes familles de matières, de familles de molécules qui vont avoir certaines propriétés qu'on va exploiter en tant que chimiste pour avoir telle ou telle application. Sachant que, encore une fois, le but c'est pas de faire un cours de chimie, même si il nous arrive de rentrer dans les détails et que des fois ça peut être un peu technique et on l'assume d'un côté, on le comprend, voilà, dans une certaine mesure. On essaye un maximum aussi de faire des parties un peu plus légères, qui sont plus en lien avec des éléments de culture générale et moins dans la technique. Et ce sera le cas de ce soir, je pense, honnêtement. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on aura un des épisodes peut-être les plus accessibles, parce qu'on va parler d'une molécule qui parle à tout le monde, et on va évoquer pas mal de propriétés un peu générales que vous avez probablement déjà expérimenté, donc ça sera plus facile. Des fonctionnements qui sont facilement identifiables et compréhensibles. Quand on vous dit, vous buvez du café, vous êtes réveillé, si on rentre dans les détails de pourquoi vous êtes réveillé, la conclusion, c'est qu'à la fin, vous êtes réveillé. Et donc, si vous arrivez à mettre des mots sur les phénomènes qui se passent le matin quand vous buvez votre café au petit-déj, ou pendant le reste de la journée si vous êtes addict, et d'ailleurs, on pourra y revenir à cette dépendance, mais on va essayer de vous permettre de mettre des mots sur des concepts qui se font naturellement, que vous appliquez naturellement, et ce depuis le paléolithique. On va le voir. Et voilà, qu'est-ce que la consommation de caféine génère dans votre corps? C'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas je trouve, et qu'on va traiter ce soir, quoi. Ouais. C'est un des aspects de la molécule. Ouais, bien sûr. Et vous allez voir que ça sera assez imagé, assez appliqué. Normalement, voilà, ça fera partie des émissions les plus accessibles. Si vous êtes intéressé pour savoir quelles molécules on a déjà traitées, alors là, de tête, on a déjà parlé par exemple du chloroforme, de la nitroglycérine, du glyphosate. On a fait l'eau aussi, la molécule d'eau très importante. On a fait l'ammoniac, on a fait tout un tas de molécules qui ont des propriétés très intéressantes et très différentes aussi. C'est pour ça que c'est bien de souligner l'importance de la chimie, de la matière. Et si vous voulez donc revoir ces anciennes émissions, elles sont disponibles sur nos chaînes respectives. Alors toi, tu les as en temps fort sur ta chaîne Twitch. Tout à fait. Moi, elles sont dispo également en temps fort, mais sinon sur ma chaîne YouTube, Tout ce qu'on prend replay, vous aurez les émissions en diff. Voilà. Après... vous n'êtes pas obligé de tout vous taper. Je pense qu'il y a des molécules qui sont plus sexy que d'autres. Si ça vous intéresse. Encore une fois, voilà. Donc voilà le principe. Nous, si vous n'avez pas de questions, on a un plan un peu grossier. On commence toujours un peu par des généralités et une présentation très globale de la molécule. Mais si vous avez des questions déjà sur la caféine, sur même le café, parce que très rapidement on va rentrer dans le sujet, eh bien n'hésitez pas et on va essayer de suivre les questions que vous nous donnez dans le chat. Des fois, on va pas prendre votre question tout de suite si on est parti dans une explication, mais on va essayer de les noter. Et grâce à vos questions, ça va nous guider, une sorte de fil conducteur dans le live. Voilà. Tout à fait. Vitamine C, super intéressante aussi. Oui, le sujet des vitamines, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, effectivement. Alors, Formule Brute. La caféine. Déjà, quand on commence dans Formule Brute, on aime bien montrer du coup la formule brute, enfin la formule de la molécule. À quoi ressemble la molécule déjà dans l'espace? Je crois que Get, t'es le pro pour montrer des molécules parce que tu as ton petit outil. Donc je vais afficher la scène qui va bien. Si je me trompe pas, voilà, de bouton. Ton super site internet
pour voir la molécule. Alors là, c'est une représentation en 3D, donc dans l'espace de la molécule. Je peux tourner. On rappelle qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Donc les atomes, ce sont un petit peu les briques élémentaires de la matière. Et ce sont les boules que vous pouvez voir dans cette structure. Chaque boule est un atome. Et donc, quand on parle d'un assemblage d'atomes, vous voyez que toutes les boules sont reliées entre elles avec des barres, avec ce qu'on appelle des liaisons. On ne va pas rentrer plus dans le détail pour le moment. Mais avec ces liaisons-là, vous avez une structure et ça vous donne une molécule. Et là, vous avez la molécule de la caféine. Petite parenthèse avant qu'on oublie, ce qu'on appelle la formule brute, en fait, ce n'est pas ce qu'on vous montre à l'écran, en fait, ce n'est pas la formule en 3 dimensions. La formule brute, c'est simplement la formule de la molécule, c'est simplement une manière d'écrire la molécule où on compte le nombre, la nature et le nombre des atomes. Là, ça a l'air compliqué dit comme ça, mais par exemple, la formule brute de l'eau, c'est H2O. Ça ne nous dit rien comment la molécule est agencée dans l'espace. On sait juste qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, parce que H2, et O, il y a un atome d'oxygène, parce que c'est O1, H2O1, quoi, H2O. Et pareil pour le CO2, ça veut dire un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Donc ça, CO2, H2O ou CH4 pour le méthane, par exemple. Toutes ces manières dont on parle juste des lettres qui sont les atomes et le nombre de ces lettres-là, ça, c'est ce qu'on appelle la formule brute. Voilà, c'est ce qu'il a dessiné ici. Merci GetBenzen de toujours d'illustrer à propos ce qu'on raconte, c'est parfait. Donc voilà, la formule brute de la caféine, elle est écrite, c'est C8H10N4O2. Donc avec une formule brute comme ça, en fait, on peut représenter dans l'espace plein de molécules différentes. Et ce qui est plus intéressant, parce que la formule brute nous donne des indications juste sur la nature des atomes et leur nombre, en fait ce qui est plus intéressant à l'échelle moléculaire, c'est de savoir comment ces atomes sont agencés en fait. C'est comme si, pour construire votre Lego, vous savez qu'il y a 2 briques bleues, 6 briques rouges et 3 jaunes. Donc ok, vous savez ces informations-là, mais en fait ce qui est intéressant dans les constructions en Lego, c'est de savoir comment les Lego ils sont agencés entre eux pour faire une construction justement. Pour les molécules, c'est pareil avec les atomes. Et donc voilà, vous avez cette représentation-là. C'est une molécule qui est assez légère, comme l'a dit Quentin Blue tout à l'heure. Quand on parle de légèreté, en fait, les atomes ont une masse. En fonction de la densité des particules qu'il y a dedans, les atomes ont une masse, et ça crée une molécule qui est plus ou moins lourde. Et en fonction du poids de la molécule, on va avoir des phénomènes chimiques qui vont être intéressants. Une molécule assez lourde va peut-être être dense et couler, et du coup avoir une densité différente quand elle va être difficilement mélangeable à l'eau. Ça peut être un exemple qu'on a sur des molécules sur des acides gras comme de l'huile, et on se retrouve avec 2 phases. Par exemple, ça peut être un phénomène physico-chimique où la molécule, elle n'est pas très assimilable par l'eau, et en même temps, elle peut être assez longue et lourde, donc elle va couler, elle va être en dessous. On se retrouve avec des phases différentes. Les hydrocarbures sont des mélanges de molécules plus ou moins lourdes, et on arrive à les décanter dans des tours pour avoir différents produits d'hydrocarbures différents, de l'essence, du kérosène, du gasoil, etc. C'est différentes tailles de molécules qui permettent de faire tout ça. Donc, cette molécule, elle est assez petite. Il n'y a pas beaucoup d'atomes dedans. Non. Et ça va entraîner un phénomène physico-chimique qu'elle va être très facilement assimilable par les organismes. C'est ça, parce que plus une molécule en gros est petite, bon c'est à moduler ce qu'on raconte, encore une fois, les experts de la bio du chat, je pense à Poloche en particulier, pourront nous contredire et avoir des contre-exemples, mais en général, effectivement, plus une entité est petite, plus une molécule est petite, plus elle arrivera à se glisser un petit peu à travers des mailles de la peau, par exemple. Enfin, je dis les mailles, mais c'est pas le bon terme technique. À travers différentes formes de filtres qui peuvent exister, et la peau est une forme, la peau est une forme de filtre finalement qui peut retenir un certain nombre de molécules quand elles sont très grosses. Et il y en a d'autres, des petites molécules qui se glissent plus facilement. Alors après, il n'y a pas que la taille qui compte. Pour le coup, il n'y a pas que la taille de la molécule, il y a aussi certaines propriétés de la molécule qui sont présentes à cause, ou grâce entre guillemets comme vous voulez, à cause de la présence de certains atomes qui ont des fonctions particulières. Par exemple, quand on a des agencements avec du carbone et de l'oxygène, ça va conférer des propriétés qui vont être différentes que des agencements avec un carbone et un hydrogène. Bon bref, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est pas seulement voilà, la taille de la molécule qui va permettre d'expliquer pourquoi une molécule peut passer une barrière ou pas, mais aussi les atomes qu'elle possède et du coup la fonction, les propriétés qu'elle aura, quoi. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Cette molécule de caféine, elle est principalement composée de carbone, d'azote et d'oxygène. C'est une molécule qu'on peut qualifier d'organique. Les couleurs là justement pour le carbone. Ouais. Alors en carbone on a le gris. En azote, on a les boules bleues, et en oxygène, on a le rouge. Les billes blanches, ce sont les hydrogènes qui servent à compléter pour qu'on ait les couches de valence complètes. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais donc, cette molécule, c'est une molécule organique. Elle est de la même famille que les autres molécules organiques qui vont pouvoir composer les membranes cellulaires. Et ça va être un des paramètres qui va faire qu'elle va être assez assimilable. C'est une molécule qui a des oxygènes, donc qui va pouvoir... On l'a déjà un peu vu avec l'eau et avec d'autres molécules comme le chloroforme, où on a des atomes qui sont considérés comme électroattracteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont attirer les électrons vers eux. Donc, si on a un oxygène ici, on peut avoir une attraction légère des électrons dans la molécule, et donc on va créer des phénomènes qui font que ça va aussi participer à cette assimilation par les cellules. Et en même temps, ça va permettre son assimilation dans l'eau. L'eau, qui est une molécule qui n'est pas organique, c'est une molécule inorganique. Et donc, si on arrive à avoir un mélange faisable dans l'eau et dans des tissus gras, on a en général une bonne perméabilité dans les membranes cellulaires, parce que, je vais pouvoir vous le montrer vite fait, j'ai retrouvé une photo. En gros, ce que tu dis, c'est que la molécule en question, elle a un peu... cette hybridité, bon, c'est pas la première fois qu'on parle de ce côté hybride de certaines molécules qui ont à la fois de l'affinité avec tout ce qui est aqueux, avec l'eau tout simplement, la molécule d'eau, mais aussi une affinité avec la matière grasse dite organique entre guillemets qu'il y a dans notre corps, sachant que notre corps est un mélange des deux. On est constitué de beaucoup d'eau, mais il y a aussi beaucoup de matière organique. En gros, c'est ça. Des toutes petites poches, c'est des petites poches d'eau entourées d'une bicouche lipidique. C'est un mot compliqué pour dire que c'est des molécules de gras qui s'assemblent pour former une couche comme on a là. Donc d'un côté, on a le milieu extracellulaire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vaisseau sanguin, ça peut être un estomac, ça peut être un intestin, un intérieur d'intestin, etc. En général, il va y avoir de l'eau dedans. Et on a le cytoplasme, le milieu intracellulaire, où il y aura aussi de l'eau dedans. Mais cette barrière entre les deux fait que on va avoir des concentrations d'atomes, d'éléments, de molécules qui vont être différentes. Et il va y avoir des pH de passage, il y a des pH, oui, des canaux spécifiques en fait pour faire passer ou pas, quoi. Ouais. Et la caféine va emprunter certains de ces canaux pour rentrer dans les cellules, et on verra aussi qu'elle a un effet entre les cellules au niveau des neurones. On rentrera plus tard dans les détails. Yes. C'est super intéressant justement cet effet, il est un petit peu au cœur de son rôle en fait. C'est ce qui va lui permettre de faire tous les effets que vous connaissez, que vous avez probablement déjà expérimenté. Juste pour revenir vers quelque chose aussi de peut-être plus fondamental concernant la caféine. Là, je vous montre une représentation une photo carrément de ce qu'est la caféine en vrai, en fait. La caféine, c'est de la caféine pure, ça. Alors pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que la caféine, là, elle est pure parce qu'elle a été produite probablement en laboratoire et on a fait tout un tas de procédés chimiques pour pouvoir l'isoler, pour pouvoir vraiment isoler la molécule en question. Enfin, je devrais dire les molécules qui permettent de constituer la substance qu'on appelle la caféine. Donc là, vous avez en gros de la poudre qui est une poudre blanche finalement. Juste déjà, on peut décrire la caféine comme ça. C'est une poudre blanche, comme beaucoup de poudre blanche. En chimie, il y a beaucoup de poudre blanche. Ouais, il y a beaucoup de poudre blanche. Hein, et parce que vous pouvez penser, pas seulement ce que vous pouvez penser de prime abord. Et donc voilà, c'est amusant de voir que la caféine peut être isolée en laboratoire, peut être produite. D'ailleurs, petite parenthèse historique, mais je crois que c'est au début du 19e qu'il y a eu la découverte de la caféine, même si effectivement, comme tu l'as dit en introduction, c'est depuis en fait la préhistoire que on consomme en fait, on s'en sert, mais sans savoir ce que c'est. De toute façon, depuis longtemps, on a appris à se servir des choses sans savoir. Et oui, voilà, effectivement. Et donc cette découverte début 19e,
Et je crois J'ai- que la synthèse de la caféine, c'est plutôt fin 19e et ça a valu un prix Nobel. Alors le prix Nobel n'a été attribué pas seulement pour la synthèse, pas seulement pour... Bah, Ouais, c'est Émile Fischer, là, ouais, non? c'est exactement ça. Je vais le montrer vite fait. En fait, Fischer, c'était un bon gars. Il a fait plein de. Enfin, il a fait un plein de bon gars, trucs j'en sais rien. Mais il a fait plein de trucs en chimie. Il a laissé son nom un peu partout. dans pas Il mal y a une de représentation chimie de. théorique, ouais. Enfin, pas Ouais, mal, oui, il y a une représentation des molécules qui a son nom. C'est ce bon gaillard qui a eu le prix Nobel de chimie à la fin du 19e pour, entre autres, avoir trouvé, je crois, une voie de synthèse, donc une voie de production de la caféine, si je dis pas il a de beaucoup bêtises. bossé sur les sucres aussi. Ouais, oui, c'est ça. C'est grâce à lui qu'on a un peu l'encyclopédie des sucres et qu'on a les différentes familles, fructose, glucose, etc. Rassemble dans les oses. Il y a plein de familles différentes de sucres et, c'est entre autres lui qui a beaucoup bossé dessus. Euh, Si vous avez fait de la chimie, ça a été un élève de von Kekulé, Ah oui, calculé. qui a été un organicien allemand qui a énormément bossé en chimie organique aussi. Kekulé, c'est un nom qui revient régulièrement. Donc, il y a du Nobel en masse. Et pour revenir sur la caféine, en fait, voilà, ça c'est si on s'amuse à en créer en laboratoire, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, c'est la production de synthèse de la caféine est pas C'est pas rentable. est pas rentable, est pas faite parce que ça demande d'utiliser des produits. Enfin, je veux dire, il faut acheter des réactifs, il faut avoir le labo, l'infrastructure, il faut acheter tout un tas de consommables d'ustensiles de laboratoire pour pouvoir le faire. Alors Alors que, qu'on en peut distiller fait, du café. alors que la caféine, pour le coup, c'est une molécule. C'est peut-être la molécule la plus naturelle après l'eau qu'on ait traitée sur cette chaîne, parce qu'elle se retrouve dans énormément de plantes. euh, et que en fait on n'a pas eu besoin d'en créer plus que ça, puisqu'il suffit de cultiver ces fameuses plantes qui possèdent de la caféine, et on a beaucoup, et de l'extraire. Après il y a différents moyens d'extraction, mais pour avoir du coup la molécule de manière complètement naturelle entre guillemets, même si l'extraction est chimique quelque part, parce que on n'extrait pas naturellement. On utilise des procédés pour pouvoir extraire la caféine de ces plantes. Et donc voilà, je voulais juste montrer la photo parce que c'est amusant, mais en réalité, on l'extrait jamais à... Ah, j'ai un plantage. Ah non, c'est bon. Non. J'ai eu un mini lag. Ouais, Ah, pardon. on la crée jamais en laboratoire. On se contente, on va dire, de l'extraire des plantes, et c'est largement ouais. suffisant parce qu'il y a des plantes qui en possèdent vraiment en quantité non négligeable. Peut-être qu'on en reviendra un peu après. Il y avait une Mais question je pense que. sur les Vas-y, canaux t'as par vu. lesquels la caféine passe, mais c'est peut-être un peu On technique. rentrera en détail, on rentrera dans les Tu voudras détails en un peu parler plus tard après? pour les Ok, canaux. ok, Ouais. ça va. Moi, la question là qui me vient à l'esprit dans notre discussion, c'est qu'est-ce qui fait que des plantes en produisent? Ah oui, Et du coup, j'ai la réponse, mais pourquoi? toi aussi. Tu lances les Ouais, questions. moi aussi. C'est une question théorique, c'est une rhétorique. L'enchaînement logique de de ton message là, c'est que qu'est-ce qui fait que des plantes en produisent plus ou moins naturellement, enfin plus ou moins intensément? Et en fait, c'est une molécule qui ressemble beaucoup à un acide aminé, l'adénosine, qui est présente, qui est visible ici, que vous ne voyez pas parce que j'ai l'écran de Robin affiché, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ah, tu vas afficher ton écran, vas-y. Et Balance, donc balance. voilà, la caféine qui est là avec sa forme, avec un cercle à 6 et un cercle à 5 avec des bouts qui dépassent, et l'adénosine, on va retrouver ce cercle à 6 et ce cercle à 6 et ce cercle à 5 avec d'autres trucs attachés autour, hein, c'est plus ou moins compliqué, mais ce bout-là a une forme et une taille qui va ressembler à la caféine, où la caféine va avoir une forme qui va ressembler à l'adénosine, et cette adénosine, elle est très utilisée, c'est l'adénosine triphosphate, l'ATP qu'on répète régulièrement quand on parle d'énergie dans le corps humain. C'est cette molécule-là qui va permettre de générer de l'énergie, de stocker de l'énergie dans le corps, et de procéder à plein de réactions chimiques qui font qu'on arrive à avoir de l'énergie dans les différents organismes. C'est un acide aminé. Il va aussi participer à la fabrication de protéines. C'est un élément qui est
absolument primordial pour le corps et pour notre corps à nous et pour plein d'animaux. Et une molécule qui va ressembler à ça va pouvoir intervenir dans différentes voies métaboliques, dans différentes réactions où on aurait besoin d'une forme qui ressemble à peu près à ça pour se faire passer pour une molécule qu'elle n'est pas. Et la caféine va avoir un peu ce rôle-là. Et pour les plantes, ça va être un rôle assez important parce que chez les insectes, la caféine va avoir un rôle neurodégénératif, c'est-à-dire que ça va les intoxiquer et ça peut aller jusqu'à être un poison pour les insectes. Et donc ça va servir, ça va servir d'insecticide. Ouais. Les feuilles naturel du coup, puisque c'est contenu dans les dans les plantes. Naturellement, l'évolution et l'évolution des espèces et la cohabitation des espèces dans un environnement va faire que si les plantes génèrent de la caféine, si certaines plantes génèrent de la caféine, les insectes vont pas venir manger les feuilles, manger les fruits, grignoter les racines, etc. Et donc, on va avoir une protection naturelle qui vont faire que les animaux vont apprendre à ne pas manger telle ou telle plante. Le principe de l'urticaire chez les orties, ça a ce rôle-là aussi. Les orties vont pas être mangées par les mammifères comme les chevaux, les vaches, etc. qui sont dans un champ. Si vous avez déjà observé un champ où il y a des orties, vous verrez qu'elles sont pas trop touchées par les animaux présents dans ce champ. Et en général, ça se voit parce que l'herbe est rase, mais il y a des buissons d'orties, il y a des patchs d'orties un peu partout. Et ça prouve bien un truc, ça prouve que les animaux apprennent à ne pas consommer certains aliments. Et ça marche aussi pour les plantes qui produisent de la caféine. Ouais. C'est le cas du cacaotier, du caféier, du thé, etc. Il y a plein de phénomènes. Et on a même mis en exergue, il y a des biologistes qui ont mis en exergue que il y avait aussi un effet sur les autres plantes entourant le pied qui produit la caféine. Oui. Et ça a été observé dans des champs de café où quand on avait un plant de café adulte qui libérait de la caféine dans la terre autour de lui, les jeunes pousses avaient une évolution inhibée. Et ça a un intérêt évolutif. Ça a un intérêt évolutif pour le plant qui génère la caféine. C'est que s'il arrive à dire aux autres plants autour « Non, mais vous reproduisez pas, ça sert à rien de pousser dans ce milieu-là », eh ben, lui a un avantage et il va pouvoir potentiellement prospérer dans cet environnement. Et donc, on a un avantage végétal à végétal et on a un avantage végétal-animal. Ouais. Donc, si le végétal ne se fait pas manger, il arrive à se reproduire et il y a une reproduction, il y a une survie et donc en fait il perdure dans le temps. On fait perdurer les gènes du plant et c'est le but, c'est la définition même de la vie que de promouvoir ces gènes. C'est une des définitions qui existent. Vous pouvez choisir la définition, vous pouvez décider vous-même dans le chat du sens de votre vie. Ne vous inquiétez pas, on ne vous bride pas là-dessus. Ça peut être autre chose que se reproduire et générer une progéniture. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci pour la correction dans le chat. Oui, voilà. Effectivement, je voulais faire une petite parenthèse sur la définition. C'est plus un nucléoside, apparemment. Pardon, oui. Mais oui, pour revenir là-dessus, donc, pour résumer ce que tu as dit, en gros, la caféine, ça peut être vu comme une molécule de défense, entre guillemets, à la fois contre d'éventuels prédateurs qui seraient les insectes, puisque ça les drogue et ça peut les tuer. En fait, c'est un insecticide, donc soit ça leur met un coup, soit carrément ça les rend HS, ça les tue. Mais aussi envers, comme tu disais, les autres plantes de la même famille, et ça empêche les autres congénères de pousser, quoi. Donc c'est un peu égoïste, mais mécanisme de défense. D'ailleurs, pour illustrer ce que tu disais sur les insectes, il y a eu une publication qui a fait des chercheurs qui ont fait des tests de l'effet de la caféine sur justement les insectes, en particulier une araignée. C'est ce que je montre justement sur mon écran, et ils ont essayé de voir comment l'araignée se comportait une fois caféinée, on va dire, et quand ils ont donné de la caféine à l'araignée, elle s'est mise à faire un peu n'importe quoi avec sa toile, ce qui prouve bien l'impact pour le coup négatif envers les insectes. Et c'est pas la première fois qu'on voit une molécule qui peut avoir des effets différents dans le règne du vivant, c'est-à-dire que effectivement pour certains animaux, dont les insectes on en a parlé, mais je crois qu'il y a des mammifères aussi qui
ne digèrent pas du tout la caféine et chez qui ça fait des... Je crois que les chiens, j'avais vu que les chiens, ils se sentaient aussi mal en présence de caféine. Ça dépend les animaux, mais en tout cas chez l'homme, vous le savez, chez l'humain, l'homme avec un grand H, chez Homo sapiens, globalement les effets sont relativement positifs. Je dis relativement parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais la dose, un truc a tendance qu'on peut dire, c'est que chez les mammifères, la molécule n'a pas du tout le même effet. Non, là, ça n'a pas vraiment le même effet, mais ça va jouer un rôle, comme tu l'as dit, à cause du fait que la caféine ressemble beaucoup à l'adénosine. Ça va jouer un rôle au niveau du cerveau. Du coup, ça va pouvoir le remplacer l'adénosine et avoir un effet neurologique et donner pour les humains en tout cas tous les effets que vous connaissez déjà, mais qu'on va répéter, quoi. Est-ce qu'il y a des questions et des choses comme ça? JB précise dans le chat et il a raison, il y a une exception à la protection que confère la caféine contre les insectes. Le scolide du caféier, il a développé une symbiose avec des bactéries pour digérer la caféine et s'en nourrir. Ah, ça, je savais et c'est pas. vrai que D'accord. Du coup c'est une évolution. Alors je connaissais pas le bestiau non plus, mais en termes d'environnement, dans un principe évolutif, dans une discussion évolutive, vous avez raison de préciser qu'il y a des organismes qui développent des immunités ou des adaptations à leur environnement. Si l'environnement est riche en caféine, c'est un avantage évolutif de pouvoir absorber la caféine, de la transformer et de s'en servir. Et pourquoi est-ce que les mammifères peuvent assimiler de la caféine et pas les insectes, et que du coup, aujourd'hui, on l'utilise à but récréatif ou à but stimulant? Parce qu'à un moment dans notre passé biologique, il y a eu un organisme, il y a eu une espèce qui a eu cette capacité à digérer, à absorber la caféine sans que ce soit délétère, et même à avoir un avantage qui est que ça permet de rester réveillé et d'éviter de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre. C'est un méga résumé, c'est dégueulasse de le résumer comme ça, mais si on est capable de rester réveillé plus longtemps, sans avoir un gros problème organique, on arrive à pouvoir se reproduire plus facilement et donc à transmettre ce gène à notre descendance, etc., etc. Et au final, on a une population qui arrive à absorber la caféine et à s'en servir pour survivre plus longtemps. Et donc, ce principe-là, on l'a observé depuis le Paléolithique. On a observé des traces de consommation de caféine depuis le Paléolithique parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein d'organismes végétaux qui en produisent. Le caféier est l'exemple le plus parlant, mais on a le thé le théier qui en produit. Il y a plein d'arbres qui en produisent aussi. Et on arrive à mâcher on mâchait l'écorce, les feuilles, etc. Pour absorber, pour pouvoir consommer un peu de cette caféine et pouvoir avoir cet effet stimulant. Un peu comme on a les histoires de mâchouillage des feuilles de coca en Amérique du Sud. C'est ça, en fait, le caféine se retrouve dans plusieurs parties de la plante. Il y a les graines, les feuilles ou les fruits. Dans les graines, pour donner quelques exemples, il y a les noix de cola, les graines de caféier, les graines de guarana et aussi les fèves de cacao qui en contiennent. Et dans les feuilles, on a du maté, le yerba maté, c'est un type de plante, et les feuilles de théier. Donc après, à partir justement de ces différents types de plantes, l'homme a fini par produire ses propres boissons, on va dire, ses propres moyens aussi d'extraire la caféine de ces plantes-là. Ouais. Sachant que on reviendra un petit peu sur la différence entre les différentes boissons, justement, parce que toutes ne sont pas issues des mêmes préparations, et on pourrait penser par exemple que le thé et le café par exemple que la théine est différente de la caféine parce que on sait que globalement le thé, le mot est différent, et que le thé pour l'esprit des gens a un effet moins important. Et alors qu'en fait, la théine et la caféine, c'est strictement pareil. D'ailleurs, la caféine, en fait, voilà, spoiler alert, a plusieurs noms. On a parlé de théine, mais ça peut être aussi la guaranine ou la matéine. Donc ça, c'est tiré aussi, ces noms-là sont aussi tirés de plantes. Et donc, c'est pour ça que la molécule en elle-même se retrouve en fait dans
dans des espèces qui peuvent être très différentes et en fait ça va pas, des fois elles se retrouvent en concentration. La concentration en fait de la caféine dans les espèces peut vraiment varier même au sein d'une même espèce, au sein d'un même plan, entre individus d'une même espèce, je voulais dire. Il peut y avoir des fois des plants qui ont tout simplement plus de caféine que d'autres. Et donc c'est pas seulement la quantité initiale de caféine qu'on retrouve dans l'espèce qui va être importante, mais ça va être aussi la manière dont nous, humains, on va l'extraire en fait cette caféine, quel procédé on va utiliser pour extraire la caféine. Est-ce qu'on va utiliser une infusion un peu douce en trempant juste la feuille par exemple dans de l'eau bouillante, dans de l'eau chaude, dans de l'eau chaude, typiquement un peu ce que fait le thé, ou est-ce qu'on va bourriner on va prendre le grain et on va le mettre dans des conditions super critiques de CO2 en mode haute pression, haute température, et on va bourrer le truc de sorte à bien extraire toute la caféine pour faire un café, tu vois. C'est grossièrement décrit ce que je viens de vous dire, mais il faut comprendre aussi ça en fait, c'est que les méthodes de préparation vont vous donner un produit fini qui va avoir des teneurs un peu différentes en caféine. Et c'est cette différence de teneur qui va, entre autres, et pas seulement, mais entre autres, expliquer pourquoi certaines boissons sont plus, on va dire, énergisantes que d'autres. Mais attention avec ce terme. Oui, petit aparté. La caféine n'est pas la seule molécule qui peut conférer des effets énergisants entre guillemets, ou qui te permet de rester éveillé. Vas-y, je te laisse. Deuxième petit aparté. Aparté dans l'aparté. Pourquoi dans ce que disait Robin sur les teneurs entre les différentes boissons, pourquoi est-ce qu'il y a plus de caféine dans les grains de café que dans les feuilles de thé, par exemple? Parce que le grain de café, son rôle dans la nature, ça va être de fournir un nouveau plant de café. Et donc, s'il a de la caféine en lui, au moment de la pousse, il va pouvoir libérer cette caféine alentour et avoir l'effet qu'on a décrit tout à l'heure. Si dans le sol autour du grain de café, il y a de la caféine qui se déplace, il y a moins de plantes qui vont pouvoir pousser, il y a la pousse des plantes, des jeunes pousses autour du nouveau grain de café va être inhibée, et donc il aura peut-être potentiellement plus de chances de survie. C'est aussi pour ça qu'on a une concentration de café dans le grain, qu'on arrive à concentrer en plus en faisant des procédés de torréfaction qui permettent de lui donner du goût, de lui concentrer la caféine, etc., etc. Et dans la feuille de thé, c'est plus un résidu de pousse qui fait qu'il y a de la caféine dans la feuille, et quand elle sèche, l'eau s'évapore, donc on a une concentration qui intervient, et on arrive à faire une infusion pour extraire la caféine dans l'eau chaude qu'il y aura autour de la feuille, etc., etc. Donc, la logique derrière la présence de la caféine dans les grains ou dans les feuilles varie aussi en fonction des espèces. Oui. Et il y a même des espèces. Il y a même des espèces qu'on appelle des cafés. Enfin, il y a le café de Charrier, par exemple, qui est le nom d'une espèce de caféier sauvage. Et dans cette espèce-là, en fait, il y a quasiment pas de caféine, tu vois, même malgré le fait que cette espèce appartienne à la catégorie des caféiers, quoi. Donc, c'est pour ça que, bon, il n'y a pas de... Enfin, nous, après, on n'est pas biologiste spécialisé en biologie végétale, donc on est éclaté sur le sujet. Mais en tout cas, c'est, voilà, la réalité est plus complexe que ce qui n'y paraît, et que vous pouvez avoir des arbres de type caféier qui en fait produisent moins de caféine que des théiers, certaines espèces de théiers qui peuvent en produire plus, quoi. Donc et ça dépend ce qu'on regarde, si on regarde les feuilles ou si on regarde les graines aussi. Poloche qui comparait les feuilles entre les feuilles de théier et les feuilles de caféier. Pour le coup, je pourrais pas répondre à ta question, mais c'est possible que comme en fait la caféine du café, on la récupère plutôt à travers les graines. Si je dis pas de bêtises, c'est les infusions des graines de caféier. Je sais pas pour les feuilles du caféier si on en retrouve beaucoup ou pas. Voilà. Et on l'a pas dit, mais bon, peut-être vous l'aurez deviné, mais ça fait partie des substances les plus consommées, le café, enfin la substance qu'on appelle psychoactive, donc il y a un effet sur, j'imagine, le cerveau et sur les perceptions aussi qu'on peut avoir peut-être. Je connais pas exactement la définition de psychoactif, alors
Je vais pas m'étendre là-dessus, mais Bah, en tout cas, une des... psychoactif, c'est qu'il va avoir un effet sur le système neuronal, enfin le système nerveux, que Oui. ce soit un système nerveux du cerveau ou général. Je Pour crois ce- que c'est ça la définition de psychoactif, non? Bon, on laissera Poloche nous corriger, mais bon, bref, c'est là, en tout cas, c'est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde. Et donc, on en a parlé surtout donc, consommée sous forme de boisson. On a parlé des principales, le café, le thé, il y a le maté, mais il y a aussi donc le cacao, parce qu'on a dit qu'il y en avait dans les fèves de cacao. Mais il y a aussi dans les boissons énergisantes. J'ai vu quelqu'un qui parlait du Red Bull, je crois que c'était Nico. Qui évoquait le Red Bull. Donc effectivement, dans le Red Bull, il y a de la caféine. C'est un ingrédient. C'est même le principe actif le plus important, je crois. Enfin, avec le sucre. Ouais. Et d'ailleurs, il faut faire assez attention parce que souvent, dans la caféine, on pense qu'elle est principalement dans le café, le thé, etc. Alors qu'en fait, dans les boissons énergisantes, mais pas que, aussi dans les sodas type Coca-Cola, d'ailleurs, le Coca-Cola était initialement préparé avec des feuilles de coca et de la noix de cola, qui sont dans les deux cas de plantes, et dans lesquelles on retrouve du coup de la caféine, même si maintenant, je me demande s'il n'est pas rajouté de manière artificielle. Bon, bref, dans tous les cas, dans les sodas, on en retrouve assez régulièrement, et c'est ce qui donne aussi ça participe à l'effet un peu punchy d'un soda aussi, tu vois. Je pense. Le sucre est très utile aussi pour fournir un boost d'énergie. Comme le dit JB, il y a un effet en fait, c'est que on rentrera dans le détail un peu plus tard ce soir. Mais la caféine, c'est pas réellement un effet énergisant, c'est juste que ça inhibe le fait qu'on ressente la fatigue. Et on verra plus tard comment ça se passe. Et quand tu as une boisson comme le Red Bull où c'est du café et du sucre, tu as d'un côté le sucre qui va fournir énormément d'énergie très rapidement, et donc on peut être high, on peut avoir une hyperglycémie, on peut avoir trop de sucre dans le sang qui fait qu'on reste réveillé. C'est très visible chez les enfants qui, quand on leur donne du sucre pur, ils font chier tout le monde. Et la caféine, en même temps, qui fait que on ressent pas trop la fatigue si jamais on est fatigué. Donc il y a le Red Bull, c'est designé, c'est un soda, une boisson qui est designée pour te faire rester, pour te permettre de rester réveillé à court terme, quelques heures, mais ça suffit quand on a un mémoire de master à écrire, par exemple. Ou des choses Là, importantes. je dis au hasard, hein, c'est absolument au hasard. Ouais, c'est pas du tout pris d'une expérience personnelle, quoi. Non. Je voulais vous montrer. J'ai pas dormi 5 heures en 3 jours pour écrire mon mémoire. Sur Wikipédia, l'article est bien fait. Il y a un tableau de comparaison entre les différents les différentes boissons. Alors il y a à la fois un tableau pour les substances naturelles, la quantité de caféine qu'il y a en fait dans différents types de plantes. Donc ça permet de voir, d'illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant que le pourcentage de caféine peut varier d'une espèce à l'autre, tandis qu'il se sert un petit café à côté. Donc en fonction de l'espèce de plante, voilà, et même au sein d'une même espèce, comme je l'ai dit, il peut y avoir des variations. Par exemple, la feuille de maté, vous voyez que ça varie entre 0,3 et 1,7% de caféine. Donc voilà, ça peut varier d'un facteur assez important. Et après, ce qui est intéressant, ça c'est plus intéressant pour le côté pratique, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelle est la quantité de caféine qu'il y a dans les boissons courantes qu'on peut consommer. Et en fait, vous voyez que voilà, il y a des sodas qui sont inclus. Et d'une part, il faut faire attention. Alors, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre en relatif, c'est-à-dire de comparer les portions entre elles, parce que c'est ça, on va pas déguster 6 tablettes de chocolat par exemple, ou quand on boit un café, on va pas prendre 1 millilitre de café non plus, tu vois. Il faut mettre dans des proportions réalistes et comparer ce qui est comparable avec ce qu'on consomme régulièrement. Et donc en fonction des portions qui représentent des consommations habituelles pour différents types de formats, par exemple le café expresso, il est plutôt autour de 50 millilitres apparemment, alors que le café filtre c'est 207 ou le café moulu c'est 207. Bon bref, après on n'est pas au millilitre près, on s'en fout. Mais bref, en fonction de la portion, vous avez en milligrammes, du coup, par portion, vous avez une quantité de caféine. Et là, c'est intéressant de voir cette colonne du milieu qui vous donne des ordres de grandeur de combien de caféine vous pouvez ingérer en fonction de ce que vous prenez. Sachant que j'avais vu que ce qui est acceptable comme seuil par jour, c'est 400 mg maximum, quoi.
Donc là, 400 mg, vous pouvez voir que vous les atteignez si vous buvez Avec 4 environ expresso. ou 10 coca. 10 coca classiques de 350 ml. Après, vous avez probablement d'autres problèmes que la caféine si vous buvez Voilà. 10 coca par jour, quoi. La colonne de droite, elle est intéressante parce que ça permet de comparer au litre. Oui, ça c'est De ramené vous au rendre litre. compte la que café- l'expresso, il est quand même particulièrement concentré. Oui, oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, la colonne de droite est ramenée au litre, donc vous pouvez voir quelle est la boisson qui, pour 1 litre de boisson, ouais, c'est ça, pour 1 litre, est la plus concentrée en caféine. Et là, l'expresso, vous voyez qu'il explose tout. Donc, parmi le café, du coup, le plus concentré, le plus serré en caféine, en fait, c'est bien le café expresso, puisque on est autour de la 1000, 2000. Donc, c'est quand même... ça casse. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'en consomme que 40, que 50 millilitres. Voilà. Voilà. Tout s'explique. Si on en consommait 200... voilà, on s'exposerait un peu Si de notre vous niveau vous de faites- caféine, quoi. Si vous vous faites un thermos d'expresso, je peux vous assurer que vous allez pas beaucoup dormir. Voilà. Donc voilà, et donc bon, à partir de ce Petit tableau, aparté. vous pouvez un peu évaluer si vous êtes un drogué de café ou pas. Si vous dépassez les 400, c'est que bon, faut quand même se soigner, sachant que, enfin soigner, faut faire un peu attention, sachant que j'ai vu dans l'article, il parlait de l'aspect accoutumance. Tu sais, c'est le fait à force de consommer une boisson ou une substance, on finit par être accoutumé parce que notre organisme va réussir à gérer la charge et va faire en sorte que en cas d'accoutumance, vous allez moins sentir les effets et voire même plus du tout les sentir. Et j'avais vu que grosso merdo, l'accoutumance pouvait être atteinte assez rapidement. Au bout d'une semaine ou deux, si... bon après, encore une fois, ça dépend de l'âge, de la taille, de la masse corporelle, etc. Enfin, il y a plein de critères, il n'y a pas de... Pour ce qui est de la caféine et de la consommation, le 400 mg, encore une fois, c'est une moyenne, mais selon les individus, ça peut changer. Et bref, l'accoutumance, elle s'atteint environ au bout de 1 ou 2 semaines, si vous consommez 3 fois 400, justement 3 fois 400 mg par jour. Donc déjà 400 mg, c'est le seuil, on vous dit de pas trop le dépasser. Mais si vous faites 3 fois 400 mg et que vous faites ça pendant 1 semaine ou 2, vous allez développer une accoutumance qui fait que vous allez être un peu addict au café, dans le sens où votre corps en aura besoin après, parce que vous risquez sinon de ressentir des manques, quoi. Et vous allez avoir tout un tas de symptômes, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a des vrais problèmes liés à la caféine en fait. C'est important d'en parler aussi parce que même si c'est une molécule rigolote, on parle de caféine parce que tout le monde en consomme tout le temps, moi le premier, et qu'on fait pas trop attention, en réalité, c'est un vrai Ça cas fait partie des molécules qui sont acceptées par la société en fait. accepté par la société, mais il y a vraiment des problèmes de santé publique avec en fait. La caféine, c'est la même famille de molécules organiques que la cocaïne, que les alcaloïdes. Ce sont des molécules, la famille des alcaloïdes, dont fait partie la caféine, la cocaïne, plein de molécules. Si vous allez dans la liste des alcaloïdes, vous verrez qu'il y a plein de molécules que vous avez déjà entendues dans des médicaments, c'est une famille de molécules qui va avoir un effet psychoactif, donc qui intervient sur le système nerveux. Et on arrive très rapidement à des molécules qui sont très toxiques à très forte dose, mais qui vont avoir un effet bénéfique et qui ont été très étudiées au 19e siècle, comme on l'a dit au début, parce que c'était les origines, les prémices de la pharmacologie, et où on a enfin pu utiliser des ressources naturelles qu'on avait dans des ressources de grand-mère pour comprendre comment ça fonctionnait, pour en faire des médicaments qu'on arrive à inclure dans la médecine classique qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a tout un pan de molécules qui a un effet sur le système nerveux qu'on utilisait avant parce qu'on mâchouillait l'écorce, on mâchouillait la feuille, c'était chouette, machin, on arrivait à couper plus d'herbe dans les champs parce que c'était fatigant, mais ça nous permettait de rester réveillés. Aujourd'hui, on sait que c'est parce que la caféine a cet effet-là, parce que la cocaïne contenue dans les feuilles de coca a cet effet-là, etc. etc. Et d'ailleurs, on le voit avec l'évolution dans ces périodes-là, à la révolution industrielle au 18e, 19e siècle, quand on a des molécules comme la cocaïne qui étaient incluses dans la recette au départ du Coca-Cola parce que ça avait un effet énergisant et c'était cool, quand on a commencé à comprendre ce que c'était cet effet énergisant,
on se retrouve avec ah ouais, en fait, c'est peut-être une drogue qu'il faudrait qu'on régule, on va arrêter de la mettre dans la boisson la plus vendue au monde, quoi. Ouais. Et donc, on a vraiment cet intérêt-là qui intervient. Il y avait eu une remarque tout à l'heure dans le chat qui était un peu hors sujet, mais c'est pas grave. La cocaïne, la codéine, tout ça, ce sont des alcaloïdes. C'est la même famille que la caféine. Ce sont des molécules qui servent de principe actif dans des médicaments, qui sont ultra virulentes. Il y a des addictions à la codéine. C'est un antidouleur, je crois, la codéine, ou un antidépresseur, en tout cas. Enfin, c'est très utilisé dans des médicaments qui sont prescrits à l'hôpital. Mais il faut vraiment faire attention, parce que il y a des effets secondaires. La caféine n'est pas exclue. Il se trouve que c'est une molécule qui est quand même globalement moins dangereuse que d'autres cousins moléculaires, mais faites gaffe. Et d'ailleurs, il y a des recherches qui sont menées aujourd'hui encore, parce qu'on ne sait pas vraiment comment toutes les implications de la consommation de caféine sur le corps a. Donc, il faut faire attention. Ouais, c'est une molécule toujours étudiée, et même si on sait beaucoup de choses sur elle, on se rend compte en fait, on le voit, on se rend compte des symptômes. C'est un peu malheureux de dire ça, mais on peut étudier entre autres les symptômes à l'extrême, puisqu'il y a des gens qui en consomment beaucoup trop. Donc c'est un mal un peu pour un bien, entre guillemets. On commence à comprendre ses effets sur l'organisme et quel rôle elle joue. Après, il faut savoir que c'est pas la seule molécule des mélanges que vous consommez qui a un effet. Il peut y avoir un effet un peu cocktail, dû au fait que vous avez d'autres molécules qui sont présentes dans le café et qui vont jouer aussi d'autres rôles au niveau du cerveau. Des molécules qui ne sont pas forcément présentes dans d'autres préparations. Tout à l'heure, tu as parlé de sucre, par exemple, dans les sodas. Mais je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a dans le café, mais il y a des autres... il peut y avoir d'autres alcaloïdes, le mot que tu as dit, je crois. C'est incroyable, parce que là, dans le chat, vous parlez de la consommation de café qui accélère l'effet de la codéine, la consommation de cigarettes qui fait que ça accélère l'assimilation de la caféine. Mais en fait, quand on regarde en détail, quel est le principe actif de la cigarette ? La nicotine. La nicotine, c'est quoi ? Un alcaloïde. La codéine, c'est quoi ? Un alcaloïde. La caféine, c'est quoi ? Un alcaloïde. Donc, on commence à avoir peut-être un indice sur comment ça fonctionne. Et je vais repasser, si tu le veux bien, sur mon écran pour voir. Je suis désolé, je crois que je t'ai coupé en plus. Non, en train de partir. Et en fait, le principe d'effet psychoactif, c'est qu'on va avoir un effet là-dessus. Les neurones qui composent notre système nerveux, ce sont des cellules très particulières qui peuvent être connectées les unes aux autres par des axones qui vont venir s'approcher d'autres neurones, et on va avoir un synapse, la formation d'un synapse dans le petit carré qu'on a là, où on a des neurotransmetteurs qui sont des molécules qui peuvent être générées par le neurone ou alors assimilées par l'environnement au moment de la digestion, qui vont se retrouver dans le sang et qui vont venir alimenter le neurone, qui vont être des molécules qui vont pouvoir passer d'une cellule à l'autre, d'une cellule neuronale à l'autre, à travers un synapse, donc libération de neurotransmetteurs qui vont être réceptionnés par des récepteurs, et en fonction du nombre de récepteurs qu'on a, on a un signal qui peut être saturé ou pas, et qui va envoyer une information, que ce soit un signal de fatigue avec des hormones qui vont être très importantes, un signal de bonheur, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui intervient très souvent et qui est très utile pour la survie, parce que encourager un métabolisme à faire des actions qui sont bénéfiques, comme manger, comme se reproduire, comme jouer aux jeux vidéo, ça va avoir un intérêt pour permettre la survie. Et donc, on a aujourd'hui, en plus dans nos sociétés, une surconsommation de dopamine, parce qu'il faut la récompense tout de suite, l'hormone de la récompense constamment pour la vie de tous les jours. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails. Et donc, la caféine va avoir un effet neurotransmetteur, c'est-à-dire qu'il va venir occuper des récepteurs qui sont au départ pour nécessaires à l'adénosine. Ouais, c'est ça. Et si l'adénosine peut venir servir de neurotransmetteur et que la caféine prend sa place,
eh ben, on va avoir une réponse, un signal qui va être similaire, et ce signal au départ, c'est que on a besoin de rester réveillé. Donc si l'adénosine occupe des récepteurs, l'interrupteur on-off, c'est que s'il y a de l'adénosine, il faut rester réveillé. S'il n'y a pas d'adénosine, on peut aller se coucher. Et il y a d'autres molécules en plus, il y a d'autres concentrations qui vont intervenir pour nous faire comprendre qu'il faut aller se coucher, qu'on est fatigué, qu'on a les paupières qui sont lourdes, etc. Il y a une cascade hormonale qui va faire que on va aller se coucher. Et je crois que il me semble que c'est l'inverse. J'ai vu que c'était plutôt l'inverse, que l'adénosine, elle avait un rôle de te déclencher de la somnolence, tu vois. Et que en fait, l'accumulation d'adénosine, tu t'en accumules au cours de la journée, et que juste avant de te coucher, t'en as accumulé beaucoup, et ça te plonge dans le sommeil. Et que en fait, comme la caféine ressemble à l'adénosine, elle va remplacer l'adénosine, et elle va empêcher justement l'adénosine d'être collée au récepteur et de déclencher cette somnolence. Moi j'ai vu ça c'est dans la vidéo de Blablaro Labo, mais après qui est chimiste. Mais je sais pas, je demande au chat. Je demande au chat dans ma logique, c'était que la vidéo là. Alors, du coup, j'ai pas cette info, mais moi, ma logique, c'était que si le récepteur occupé, c'était le même que l'adénosine, du coup, il y avait la même réponse. D'accord. Oui, moi, c'était l'inverse. C'était dans le sens, comme il prend la place, il empêche la réponse de l'adénosine. Ouais, mais s'il prend la place, il va déclencher le signal dans le neurone. Non, mais oui, mais il va pas déclencher le même, parce que c'est pas exactement la même molécule. En fait, moi, c'était dans ce sens-là. Et il va pas déclencher le même message. J'ai pas l'info là. Dans ce mais cas-là, apparemment, Poloche me dit que je confonds avec les mélatonines. Alors ça voudrait dire qu'il a mal fait son boulot, Blablaro au labo. Pourtant, c'est un youtubeur de chimie dont je fais beaucoup. Confiance. Là, instruisez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai pas l'info. La fin du cercle, c'est un super galère. Il y a plein de molécules différentes. Mais ça peut se mettre sur le même récepteur, mais être antagoniste. Oui, voilà. Oui, okay. Ça, je l'ai vu par contre, le terme antagoniste, je crois. Je l'ai vu pour décrire la caféine, antagoniste à l'adénosine. Donc je crois que ça fait quand même plutôt un effet inverse. Ok, bah ça fait l'effet inverse alors. C'est un effet agoniste, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, et que, en fait, de ce que j'ai compris, les gens qui vont développer justement l'accoutumance, c'est le cerveau qui va, pour compenser le fait qu'il y a trop de caféine, le cerveau va créer un peu des nouveaux récepteurs. Enfin, peut-être je le dis mal et c'est pas exactement ce qui se passe, mais le cerveau va se débrouiller en tout cas pour faire en sorte de capter quand même l'adénosine, même parce que en fait il va se rendre compte que tout est pris par la caféine, et il est en mode putain, il faut absolument qu'on connecte, qu'on chope de l'adénosine. Donc le cerveau va changer un peu et il va faire en sorte de, il me semble, créer plus de récepteurs à adénosine, de sorte à compenser l'effet de la caféine. Et c'est pour ça qu'on va ressentir de l'accoutumance, c'est parce que on va continuer de boire du café, mais l'effet du café va être moindre. Pourquoi ? Parce que comme il y aura plus de récepteurs à l'adénosine, l'adénosine pourra quand même continuer de se coller, et donc on va toujours ressentir cet effet un peu de somnolence. Bon, encore une fois, c'est une vision très simplifiée, et probablement c'est plus compliqué que ça. Le parking pour accueillir les molécules est saturé, on agrandit le parking. Yes, c'est ça, Robin. Bon, ouf. Je pense ça. Ça, c'est l'explication. Il y a une très bonne vidéo de Blablaro Labo sur laquelle je me base pour dire ça, justement. Et je sais que d'habitude, il fait les recherches. Enfin, c'est un chimiste qui a une chaîne YouTube de vulgarisation en chimie et qui fait pas mal de recherches pour ses vidéos. Donc, bon, probablement, ce qu'il a raconté, c'est une manière vulgarisée de le dire, mais je pense que ça peut résumer un peu grossièrement ce qui se passe. En tout cas, voilà, l'accoutumance, c'est juste que notre corps compense, on va dire, l'effet de la caféine, et donc il faudra consommer de plus en plus de café en fait pour ressentir toujours cette stimulation là, et au bout d'un moment on la sent même plus parce que le cerveau a atteint a commencé à développer suffisamment de récepteurs, et ça marche plus, quoi. Mais ça n'a pas la seule voie qui permet de s'endormir. Oui, non, mais j'imagine, Poloche, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, les facteurs qui provoquent le sommeil et l'endormissement, etc. Mais voilà, c'était juste pour vous faire sentir un petit peu l'effet que peuvent avoir les molécules sur le cerveau, et le fait que deux molécules qui se ressemblent, eh bien, pour un récepteur donné, elles peuvent se coller au même récepteur, mais avoir des effets différents par la suite, quoi. Et donc là, voilà, il y a un effet stimulant de la part de la caféine.
Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, quelqu'un avait fait la remarque aussi, c'est pas parce que elle booste, entre guillemets, qu'elle donne un peu une sensation d'énergie et c'est vrai qu'on a l'attention un peu plus portée, on est plus, je crois qu'on gagne en réflexe d'après les études. C'est pas parce qu'elle elle vous donne cette sorte de petit boost qu'elle vous empêche de dormir en fait. Normalement, vous finirez de toute façon par vous faire rattraper et le besoin de dormir va finir par être retardé. D'ailleurs, en parlant justement du temps d'action de la caféine, il faudrait à peu près, je crois, attendre. Je crois que c'est en moyenne 6 heures le temps. Alors, je crois que c'est le temps de demi-vie. Entre 2 et 12 heures l'élimination. L'élimination, enfin, mais l'élimination donc, quasiment totale. Ah, non, c'est la demi-vie là dont tu parles, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, donc entre 2 et 12 heures, en fait, ça souligne bien le fait que cette molécule-là, elle est gérée différemment selon les organismes, selon votre état de santé. Voilà, on a parlé des fumeurs qui avaient des conditions particulières. En fait, selon aussi si vous êtes en grossesse ou pas, dans le chat, n'hésitez pas. Il y a, il y a des effets qui peuvent être différents et... non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est le temps que votre organisme s'en débarrasse peut être différent entre 2 et 12 heures. Mais du coup, la moyenne, c'est autour de 6. Et ce dont on parle là, quand on dit 2, 6 ou 12, en fait, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. En gros, c'est le temps qu'il faut attendre pour que la moitié de la caféine soit métabolisée et donc ne soit plus présent, éliminé quoi, de votre corps. Après, il faudra attendre encore plus longtemps si vous voulez plus du tout en avoir. Mais le gros de l'effet, du coup, est fait pendant les premières heures après consommation. Juste, je crois que ça prend juste quelques minutes, le temps de passer dans le cerveau. Ça prend seulement quelques minutes et après, il faut attendre quelques heures pour que ça soit éliminé. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que du coup, ce qui fait qu'on ne ressent plus les effets du café, c'est tout simplement que la molécule est métabolisée, donc est transformée en fait par votre organisme. Et il y a plusieurs voies de transformation de la molécule en question. Voilà, la molécule elle est décomposée en 3 autres molécules. Bon, c'est peut-être pas la peine de le montrer, mais ce qui est les 3 molécules en question, je crois qu'elles ont aussi des effets sur l'organisme. Donc, en plus d'avoir un effet voilà, sur les perceptions, ça donne aussi des effets type diurétique. Ça aussi, on n'en a pas trop parlé, mais le fait que ça donne envie de faire pipi et que voilà, souvent on associe la pause clope avec le café et le caca. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Vous êtes content dans le chat? Toi, tu disais rien là, t'attendais. Ça va? Je bois pas de café, donc. Ah oui, donc tu sais pas, tu comprends pas. Et caca, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Ça. Les 3 C. Les évidemment. gens qui disent, moi je bois un café, je dois aller aux toilettes direct après. Mais je comprends pas. Mais moi, j'ai connu ça il y a pas très longtemps parce que je me suis mis au café il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que c'est un rituel, quoi. C'est un rituel. Enfin, moi, c'est les 2 C parce que je ne fume pas. Donc, moi, c'est juste café et caca. Voilà. Et comme je prends le café une fois par jour à 14h, vous pouvez savoir quand est-ce que je fais caca tous les jours, si vous voulez. Info utile pour vous, mesdames et messieurs. Je sais que vous raffolez des anecdotes sur les streamers. Qu'est-ce qu'il faut pas lire qui dit que fumer plus café, s'il arrête les deux, c'est le déséquilibre dans le cerveau. Il a raison, parce que quand les récepteurs sont saturés, ils sont contents. Du coup, il y a un signal qui dit que la dopamine est présente, qui dit que c'est bon, on a rempli les récepteurs, on est content, c'est super, on est heureux. Mais quand les récepteurs commencent à se vider parce que les molécules sont les molécules sont métabolisées, elles sont évacuées, il y a un autre signal qui est déclenché, qui est que il faudrait peut-être les re-remplir ces récepteurs. Et donc, on a un effet de manque qui intervient. Et il y a quelqu'un d'autre dans le chat, Toad, je crois, qui disait quand j'arrête le café pendant quelques jours, j'ai mal au crâne. Ouais. Ça peut être un symptôme d'un effet de manque. Je suis pas médecin, mais je soupçonne que ce soit un symptôme d'un effet de manque. Il est dans Wikipédia, hein, c'est ce symptôme-là en tout cas. Et ce symptôme, il je suis pas médecin, mais je sais lire Wikipédia, moi. Je vais allumer, je reviens. Parce qu'il faut occuper les récepteurs pour faire en sorte qu'on se sente bien. Et donc, notre corps s'habitue à un cocktail hormonal, à un cocktail de neurotransmetteurs. Il s'habitue. Et donc, si le cocktail est différent, si la recette du cocktail est différente, on va le sentir et on va dire « Putain, c'est pas bon, il y a un problème. » Et c'est ce qui se passe quand on essaye de se sevrer, c'est qu'il faut faire en sorte que tous les récepteurs qui ont été construits parce qu'on consommait une molécule
ou des molécules, il faut faire en sorte que les nouveaux neurones qui se créent avec des récepteurs standards, avec des quantités de récepteurs standards, s'adaptent au fait que on a un manque qui intervient. Et donc, on a cet effet de sevrage qui intervient avec des maux de tête, des sautes d'humeur, etc., etc. Et c'est valable pour la nicotine, c'est valable pour le café, la caféine, c'est valable pour les différents alcaloïdes quand on prend des antidépresseurs, des trucs comme ça. Il y avait justement, ouais, il y avait les effets positifs parce que je crois que c'est Bande Dessinée qui demandait si ça c'était pas prescrit dans des médicaments, la caféine ou ce genre de choses, si c'était pas recommandé peut-être pour certaines conditions de santé particulières. En fait, et je vois le commentaire de Germain Elvis aussi qui dit, qui parle des effets positifs. En fait, c'est pas considéré comme, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, comme une molécule de principe actif de médoc, mais peut-être que ça existe. En tout cas, je l'ai pas trop vu ça. Mais en tout cas, je crois que la FDA, donc la Food and Drug Administration, elle a quand même dit que de base, la molécule était relativement inoffensif et que dans certains cadres, ça peut être conseillé, mais en consommation ludique comme on le fait, parce que effectivement, ça va te rendre plus alerte et probablement il va y avoir de la production de dopamine aussi, enfin il va y avoir un rituel qui s'installe et tant que ce rituel n'est pas néfaste pour l'organisme sur le long terme, c'est-à-dire tant que vous consommez pas des quantités extravagantes de café, donc ne dépassez pas trop les 400 mg si possible, en fait ça va vous donner un petit plaisir, tu vois, qui... Bon, c'est pas un médicament, mais c'est un petit plaisir de la vie qui reste inoffensif sur le long terme si vous en prenez des quantités acceptables, raisonnables. Et donc c'est pour ça que ça peut être recommandé d'en boire. Après, c'est pas, si vous n'en buvez pas, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'en boire non plus. Mais ça peut un peu aider à égayer la journée, quoi. Voilà. Et puis indirectement, c'est vrai qu'aussi derrière le café, on peut aussi parler de l'aspect social de la pause café et du fait que la pause café, c'est aussi un petit moment agréable de discussion, rencontre avec les collègues, qui fait que si vous passez un moment de détente, c'est tout bénef pour votre santé mentale, quoi. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait, je pense, concevoir l'aspect positif du café là, quoi. Je veux pas arrêter le café, mais je peux préconiser le fait qu'il faut changer de collègue. Si la pause café se passe pas bien, ça peut être une solution aussi. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un effet un peu pavlovien, tu vois, comme on boit toujours du... Ouais, c'est ça. En fait, comme on boit toujours... L'effet de Pavlov, on le voit avec les fumeurs. On en parle beaucoup avec les fumeurs, mais il doit exister avec le café. Oui, c'est pour expliquer un peu aux gens, qui n'ont pas le concept des chiens de l'effet pavlovien. C'est, en gros, grossièrement, c'est de faire des associations entre le fait que vous buvez toujours du café dans un contexte qui est agréable, fait que lorsque vous buvez du café, vous avez la sensation agréable parce que vous avez associé la consommation de café à un moment plutôt cool, la pause, quoi. Donc après, au moment où vous buvez du café dans un contexte où il n'y a pas de pause, en fait, vous allez quand même avoir les effets positifs, un peu en mode placebo finalement, où vous allez, un vrai placebo, je veux dire, le placebo est un vrai effet, mais vous allez quand même vous hacker le cerveau entre guillemets en produisant de la dopamine, même si c'est pas une pause ou un truc comme ça. On en parle beaucoup avec les fumeurs quand on dit passer à la cigarette ou même avec un stylo, faire le geste de mettre quelque chose à la bouche permet de libérer un peu de dopamine dans le cerveau pour faire en sorte que c'est bon, t'as fumé ta clope, c'est bon, mais t'as pas de nicotine, quoi. Et donc, il y a cet effet-là qu'on en parle beaucoup avec les fumeurs en disant c'est un moyen d'arrêter de fumer, c'est que si vous avez un stylo que vous mettez à la bouche comme ça, vous avez cet effet de geste qui est en tout cas répondu, mais qui ne libère pas la molécule qu'on cherche à éviter d'avoir dans le corps. Il y a Paul Sangène qui parlait de sa maman et que pour arrêter de fumer, elle a aussi arrêté le café et elle a switché par le thé. Et c'est marrant parce que justement, on recommande quand on décide d'arrêter le café ou de fumer, enfin quand on arrête de fumer, souvent on va avoir besoin... De réduire les doses, on ne dit pas d'arrêter. Ouais, oui.
Oui, alors en fait, déjà, il y a deux choses dans le message qui est intéressant. Il y en a une chose dont on a déjà dit, c'est le fait que pour les fumeurs, effectivement, l'arrêt en général, le fait d'arrêter de fumer va donner envie de encore plus consommer de café. Pourquoi? Parce que les fumeurs métabolisent plus rapidement la caféine, en fait. Dans un métabolisme de fumeur, vous avez certaines molécules qui vont permettre, si je dis pas de bêtises, aux fumeurs de dégrader plus rapidement la caféine, pardon, et du coup, il faut consommer plus de caféine. En conséquence, si vous arrêtez de fumer, il faudra consommer plus de caféine pour revenir vers un état de stimulation égal à avant. Donc en fait, le problème d'arrêter de fumer quand vous buvez en même temps du café, c'est que vous allez avoir envie de prendre énormément de café. Mais pour éviter justement de se rendre malade avec le café une fois que vous avez arrêté de fumer, eh ben, c'est de switcher vers un apport de caféine qui est différent, qui est moindre, et d'arrêter aussi progressivement la caféine. Et comment arrêter progressivement la caféine? Et ben, c'est en changeant de type de boisson. Au lieu de prendre du café, aller vers le thé, parce qu'on l'a dit, le thé a aussi de la caféine. Et donc ça permet de continuer, enfin c'est même conseillé de ce que j'ai vu, pour éviter d'être en sevrage total et d'être en PLS parce qu'on n'a pas notre dose de caféine, et bien d'aller, comme tu l'as dit, vers une consommation de plus en plus basse de caféine, et donc moins boire de café d'une part, ou alors aller vers une boisson moins caféinée type thé ou autre, quoi. Voilà. Il y a une question dans le chat faut que je retrouve la question. Et oui, pour pas... Juste Poloche qui dit effectivement pas prendre le café en arrêtant de fumer, c'est pour éviter le fameux réflexe effectivement de café avec clope, quoi. Voilà. Donc casser les habitudes aussi. Il y a Modélis qui dit « Bonsoir, le café, de par ses propriétés stimulantes, augmente-t-il les capacités cérébrales et intellectuelles ?» Donc ça, pour répondre à cette question, il faudra rentrer un tout petit peu dans le détail de l'action cérébrale qu'a le café. On a dit que le café, la caféine en tout cas, avait un rôle neurotransmetteur et qu'il activait des neurones. Et ce système nerveux qui est activé, c'est un système nerveux particulier, c'est le système nerveux sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toute une connexion de systèmes nerveux qui va répondre à des réflexes précis, en fait. On a différents systèmes nerveux. On a le système nerveux moteur, etc., etc. Et le système nerveux sympathique, il va régler des réflexes de ce qu'en anglais on dit fight or flight. C'est-à-dire de combat ou de fuite. Ça va être des réflexes un peu animaux qui rentrent là-dedans. Et donc, la caféine a un effet d'augmentation cardiaque, d'augmentation de la pression artérielle. Donc ça, c'est un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'on augmente la taille des vaisseaux sanguins. Quand le système sympathique, le système nerveux sympathique est activé, on va avoir le cœur qui bat plus vite, les vaisseaux sanguins qui se dilatent, et ça a un effet, ça veut dire que si on pompe plus de sang plus rapidement dans des voies qui sont plus larges, on fournit plus d'oxygène aux muscles, donc on a des muscles qui sont prêts soit à courir vite, soit à se battre contre la menace de notre environnement. On a aussi une stimulation des glandes sudoripares. Si on augmente la sudation, si on augmente la sueur, la quantité de sueur qu'on a, ça peut avoir un effet pour le combat ou pour réguler la température si on doit courir longtemps. Donc on surchauffe pas trop, on surchauffe moins vite. On a une libération de glucose par le foie. Si on a plus de sucre dans le sang, on a plus d'énergie, donc on peut combattre ou courir plus vite. Ouais. On a une sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs qui vont aussi réguler la gestion de la réponse de combat ou de fuite. Et donc, on a de manière annexe, on a aussi une relaxation de la vessie. J'ai pas trop la réponse. Je dirais que d'un point de vue animal, c'est aussi peut-être pour pouvoir pisser sur l'adversaire et donc avoir des hormones, des phéromones. Non, mais d'un point de vue animal, c'est peut-être la libération de phéromones qui fait que ça va envoyer un signal de « t'approches pas ». Nous, on l'a perdu. Ce signal-là, on l'a perdu. Mais chez le chien, si on fait peur à un chien, est-ce que le chien se met à pisser partout? Peut-être. C'est une hypothèse, hein, j'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il y a cet effet-là. Et donc,
est-ce que la consommation de caféine a une amélioration des capacités cérébrales? Manifestement pas. En tout cas, c'est pas un des traits décrits dans la consommation de caféine. C'est un effet beaucoup plus animal de va falloir lutter contre quelque chose. Ouais. Est-ce qu'au Mais boulot, c'est des lutter performances, contre... c'est des performances à la fois mentales et physiques en fait. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits aussi, je suis en train de revoir un peu les notes, des tests qui ont été faits, des études menées sur des gens qui ont fait des activités physiques, type courir ou faire une course en vélo, et il y a il y a de l'endurance qui est gagnée, quoi. Alors du coup c'est une sorte de dopage, on va dire, court terme, qui marche dans une certaine mesure, quoi. Mais après... ça va pas vous permettre d'être un sportif de haut niveau non plus, quoi. Ça va pas vous donner des super pouvoirs. Et pour revenir en fait, oui, tu voulais dire quoi? Non, j'ai ouvert une boîte de Pandore avec mon analogie. Les gens, ils ont des choses à dire sur ce point de vue-là. Ah oui. Pardon. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai vu les remarques. En fait, je suis retombé sur l'histoire de l'effet des médicaments, en fait, parce que j'avais oublié, mais effectivement, pour revenir sur la remarque de bande dessinée, je sais pas si t'es encore dans le chat, mais effectivement, apparemment, la caféine se retrouverait dans certains médicaments, parce que la caféine aiderait à faire passer, on va dire, certaines molécules, certains principes actifs plus facilement au niveau du cerveau, et du coup à faire en sorte que le principe actif, la molécule d'intérêt, actionne plus rapidement et soulage plus rapidement une douleur, tu vois. Donc on rajouterait un peu de caféine dans certains médicaments pour permettre de tout simplement avoir une action plus rapide du médicament et de se sentir mieux. Ou alors, si on met pas de caféine, bah, votre médecin il peut éventuellement vous recommander de boire un café avec votre médicament en question, quoi. Voilà. Ça fait partie des choses qui existent, quoi. Mais encore une fois, c'est un effet un petit peu secondaire qui est en plus et pas non plus nécessaire, quoi. Voilà. Après, oui, il y a Ofu qui disait pourquoi arrêter de boire pourquoi vouloir arrêter la caféine, il disait. Parce qu'on n'est pas trop sûr des effets à long terme. Bah, ça dépend, c'est une question de quantité. Ouais. Encore une fois, oui, on est sûr des effets long terme lorsqu'on dépasse des doses qui commencent à être élevées, quoi. Et quand la caféine vient mettre un stress sur le cœur et qu'on en boit pendant une vie complète, bah, le muscle cardiaque qui est constamment stimulé par de la caféine, peut-être que il est peut-être un peu stressé, suce plus vite. Il y a peut-être qu'il y a il y a des éléments du corps qui peut-être sucent plus vite à cause de ça. Et comme ils sucent plus vite, vous avez une probabilité de mourir plus importante pour certains aspects. Là, on est en train de... C'est une hypothèse, hein. Moi je sais pas après. Ouais, j'ai aucune data pour backup ce que je suis en train de dire là. Mais... Exactement. L'abus de caféine est-il dangereux pour la santé? Oui, bien sûr, on en a un peu parlé un peu plus tôt dans le stream. On disait que justement la dose, une dose en tout cas pour atteindre l'accoutumance rapidement, c'est de prendre 3 fois 400 mg par jour. Alors 400 mg, c'est une dose qui... Déjà, faut pas... Une dose moyenne à ne pas dépasser, c'est 400 mg. Mais si vous prenez 3 fois cette dose, vous allez atteindre l'accoutumance, donc le fait de plus ressentir les effets au bout de une semaine ou deux. Et donc, on évite d'atteindre l'accoutumance parce que ça nous pousse dans un cercle un peu vicieux où on finit par en boire plus que nécessaire. Et après, on ne contrôle plus les quantités parce qu'on ne ressent plus les effets. Et après, on peut avoir des troubles... les troubles du sommeil, voilà, mal dormir, être un peu énervé, avoir tout le temps, être pas bien dans sa peau. Enfin, il y a beaucoup quand même pas mal de symptômes pas très agréables à vivre. En fait, ces symptômes, l'accoutumance va faire en sorte que vous les ressentez moins, mais c'est un peu un piège parce que dès que vous allez arrêter de consommer du café, en fait, ça va être le manque que vous allez sentir et c'est ça qui est plus grave, c'est de sentir le manque. Parce que vous allez créer une dépendance en fait, hein. C'est comme une drogue. Vous allez avoir une vraie dépendance pour la caféine parce que votre corps va véritablement vous mettre mal
à cause du sevrage en fait. Vous allez avoir un état dépressif, des maux de tête, de la fatigue. Et donc là, en fait, c'est comme une drogue que vous allez devoir consommer pour revenir dans un état agréable, quoi, de normal. Enfin, je dis agréable, mais après, c'est en fait revenir normal, tu vois. C'est ça qui est horrible. C'est qu'un effet qui initialement était positif, vous en avez abusé, donc vous ressentez plus les effets positifs, et ça va être le manque de ça va être le manque de consommation qui va vous faire ressentir des effets négatifs, quoi. C'est ça. Un truc que je voulais aborder avec vous aussi, c'était la recherche autour de la caféine, parce que c'est une molécule dont on parle énormément dans le cercle social, dans le cercle familial. On en parle constamment dans la vie de tous les jours. On boit tous, enfin, pas tous, mais beaucoup de gens boivent du café. Il y a le rituel, tout ce qu'on a dit. Mais il y a des phénomènes qui sont plus ou moins décrits. Et là, je suis sur Google Scholar avec les publications, juste avec le mot-clé caféine, en anglais, depuis début 2022. Depuis 2022. Là, c'est juste celle de cette année. J'ai 17 000 résultats. Il y a 17 000 publications qui ont été publiées depuis le début de l'année. Depuis 2022, qui là parlent de la caféine à plus ou moins forte dose, et c'est des trucs plus ou moins précis. Mais il y a des études qui sont faites sur la caféine dans les milieux marins. Le fait que la caféine soit rejetée dans nos eaux usées, est-ce que ça vient perturber les écosystèmes marins ? Il y a des questions qui sont posées. Il y a des questions beaucoup plus mécaniques. Comment est-ce que le récepteur à adénosine, quel effet a l'antagoniste de la caféine sur le récepteur à adénosine ? Donc ça, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. C'est beaucoup plus mécanique, c'est vraiment terre à terre de comment ça fonctionne. Et il y a plein de questions comme ça, et j'aime bien faire ça, des fois, prendre un mot-clé et voir quelles sont les publications qui tournent dessus. Quand on avait traité le sujet du glyphosate, j'étais aussi allé voir quelles étaient les publications, et les publications du glyphosate, c'était beaucoup plus soft en termes de publications. C'était vraiment, est-ce que ça a un effet cancérigène sur le corps, et quels sont les effets sur les écosystèmes marins ? Bah là, on retrouve un peu la même question avec la caféine, mais on a plein d'autres questions sur la santé mentale avec l'alcool, la nicotine. Il y a des questions aussi où on utilise la caféine pour du machine learning, pour la formation d'IA, donc c'est un peu plus informatique. Bref, il y a plein de questions comme ça qui sont très variées, et on essaye encore de comprendre comment la caféine agit sur le corps, et on essaye aussi de voir quels sont les effets sur les écosystèmes, etc. Donc c'est intéressant de voir que c'est une question la caféine, il y a énormément de questions encore autour de cette molécule, et elles sont très étudiées, et ça, c'est dans le monde entier. Il y a des labos portugais, américains, chinois, il y a vraiment de tout, et le monde entier bosse sur la caféine pour vraiment comprendre ce que c'est cette molécule. Ouais, ses effets, et en particulier ses effets long-termistes, comme tu dis, qui sont pas toujours... bien compris. Là, je suis en train de regarder pour avoir un peu plus d'infos. On approfondit un peu en live en même temps, parce que on s'est renseigné sur le sujet, mais on n'a pas toutes les clés de compréhension non plus. Et c'est un peu toujours pour essayer de répondre à la grande question, est-ce qu'il y a un risque pour la santé ? Est-ce que vraiment, autre que le manque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui est bien documenté, le manque pour le coup, parce qu'on a des vrais cas, des vrais problèmes de santé publique avec ça, des gens qui sont vraiment addicts au café et qui... le manque est très, très grave pour eux. Enfin, ils ont vraiment du mal à gérer le manque. Et donc, il faut faire des périodes de sevrage et compagnie. Mais à part ça, quels sont les effets d'une consommation à long terme ? Et c'est marrant parce que de ce que je lis, enfin, c'est marrant, c'est pas très amusant, mais avec des tests qui ont été faits chez les souris, ils montrent que en fait, la consommation à long terme de caféine peut en fait inhiber l'apprentissage, enfin avoir un effet assez néfaste sur l'apprentissage, du moins l'apprentissage qui dépend de l'hippocampe apparemment. Donc qui est l'hippocampe, une partie du cerveau associée au processus de mémorisation. Donc ça a un effet sur la mémoire et sur l'apprentissage. Sur le long terme, ça réduirait un peu cette capacité-là, alors que sur du court terme, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les effets directs et court-termistes sont plutôt positifs et aident à faire des exercices de mémorisation de ce que j'ai vu. Mais les effets long terme en fait vont dégrader ces parties-là. C'est comme si en fait
Bon, je vais peut-être bullshiter des trucs, hein, mais c'est comme si... Attention, vous avez l'habitude, on bullshit tellement de trucs sur cette chaîne. Je fais ça depuis le début de l'émission, moi, donc vas-y. Oui. C'est comme si, en fait, la caféine vous permet, sur le court terme, de devenir un peu un surhomme, entre guillemets, ou une surfemme, parce que vous avez des capacités d'attention et de mémorisation améliorées. Mais en fait, vous allez avoir un contre-coup plus tard, avec un amoindrissement sur le long terme de ces parties-là. Mais bon, encore une fois, je me base sur une étude que j'ai trouvée sur Wikipédia en deux spies, là en 2 secondes. Donc me faites pas confiance surtout. Mais tout ça pour dire que il y a des effets, enfin c'est toujours étudié comme tu le disais, et on essaie de mieux comprendre les effets long-termistes pour voir si c'est pas un peu, ça se trouve, la plus grosse arnaque de l'humanité, quoi. Ça se trouve, c'est le danger. Ça se trouve, dans 50 ans, on se rendra compte que c'est cancérigène de ouf et qu'en fait, fallait tout arrêter. Bon, en même temps, si c'était cancérigène, vu qu'on en consomme depuis la préhistoire, peut-être qu'on aurait remarqué un truc, je sais pas. Il y aurait peut-être eu, tu vas me dire, hein, des fois c'est dur à déceler ce genre de bail, mais bon, on n'est pas sûr des effets long terme en tout cas. Mais c'est toujours le même message. On va vous dire, c'est la dose qui fait un peu le poison, et c'est encore le cas pour la caféine, c'est-à-dire que c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Si vous voulez ne pas prendre trop de risques en vous disant ça se trouve je peux développer des pertes de mémoire ou des problèmes d'activité cardiaque qui va augmenter le fait de développer une crise plus tard ou ce genre de bail, réduisez les quantités, consommez modestement de la caféine, quoi, via les boissons. Parce que ils profitaient juste de l'aspect récréatif, quoi. Et voilà, parce que c'est vrai que d'un autre côté, si on approfondit encore plus l'article wiki, il parle des traitements aussi qui sont faits, enfin qui peuvent être donnés, la caféine qui peuvent être donnée à des enfants pour son rôle positif sur les fonctions respiratoires. Donc ça doit être pour des cas très particuliers, par exemple. Il y a aussi apparemment la maladie de Parkinson, visiblement la prise de caféine pourrait être associée à une réduction du risque de développer Parkinson chez les hommes, tandis que chez les femmes apparemment il n'y a pas d'effet, du moins pas concluant. Bref, il y a 4 publications, il y a 4 références qui apparemment qui parlent de ça. On va pas rentrer plus dans les détails, mais vous voyez, c'est une molécule qui est, bon, comme beaucoup des molécules qu'on a déjà présentées sur cette chaîne, qui est un peu ambivalente, qui a un peu les deux aspects, qui probablement a un rôle positif dans certains cas pour certaines conditions dans certaines quantités, et qui est court-termiste, en tout cas l'effet positif, et qui se voit, qui peut se mesurer, et mais pour laquelle forcément on ne connaît pas non plus tous les tenants, les aboutissants, tous les effets, et sur le long terme, il y a encore des points d'interrogation, des zones obscures, quoi. Voilà. Ça te fait rire? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu comme message? Non, mais c'est le chat, c'est l'ensemble. C'est le chat, ils sont forts. Ils sont très très forts. Là, ce soir, ils sont chauds, là. Là, on a touché à leur sacro-saint café, alors ils sont avec les fourches à l'entrée du château pour voir qu'on dit pas des conneries. Ça expliquerait encore mieux le super mix que fait le café et la clope, puisque la nicotine favorise l'apprentissage et la mémoire. Ah ouais, je savais pas ça. Je savais pas ça non plus. Le vin, c'est bon pour la croissance des bébés, comme disaient les posters du siècle dernier. Yes, voilà. Non, mais peut-être que un jour, il y aura une découverte de ouf, tout le monde en parlera dans les médias, on expliquera que le café, c'est la plus grosse arnaque du siècle. On sera en mode, let's go, on arrête tout. Mais ça serait quand même étonnant, vu la consommation qu'on fait mondiale. Et depuis... du café, c'est quand même qu'on en consomme à balle. Peut-être qu'on n'en consommait pas autant avant. Ouais. Qu'on va développer des nouvelles maladies. Mais en tout cas, le caféisme, c'est une vraie maladie, le caféisme. Aux doses qu'on a consommées historiquement, ça a l'air ok. C'est ok tiers, quoi. Voilà. C'est pas comme le glyphosate, ça. C'est pas... c'est moins ok tiers, ça, le glyphosate. Faudrait faire une tier list à la fin. Viens, le dernier épisode de Formule Brute, on fait une tier list des molécules abordées dans Formule Brute. Pour l'émission du 1er avril. Ouais, c'est ça. Mais après, basé sur quoi, tu vois, sur quels critères tu compares les molécules, parce que bon.
Au doigt mouillé. Le glyphosate, c'est stylé. C'est ça qui est drôle. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des trucs dont on n'a pas parlé là? Faut que je reprenne notre petit plan. Donc oui, pour autre fun fact incroyable, hein, le caféisme, c'est un vrai truc qui existe. C'est bien le fait de consommer la caféine en grande quantité. Et c'est l'intoxication en fait à la caféine qu'on appelle le caféisme, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, on rigole, le café, tout le monde en boit, c'est rigolo, mais attention, n'abusez pas. Il y a un effet un peu moderne qui est que potentiellement les fabricants de produits cosmétiques en mettent dans leurs produits sous Ah oui, prétexte j'ai vu que si ça. c'est facilement assimilable, Ouais. Ah oui, alors si c'est c'est ça. facilement assimilable, on peut en mettre dans les shampoings, dans les trucs comme ça va vous réveiller le matin. Ça a pas été l'effet n'a pas été démontré, je crois. La peau, c'est quand même une membrane organique qui est autrement plus épaisse et plus résistante que la membrane gastrique. Donc, on n'a pas vraiment de preuve que la caféine que vous avez dans votre shampoing pénètre bien le cuir chevelu et vient vous réveiller le matin. C'est plus un argument publicitaire et de vente qu'autre chose. Pour le moment, on n'a pas... Voilà, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vraiment de preuve. Ouais, c'est ça. Et donc, vous faire un masque au café le matin... Je sais pas, moi j'avais pas entendu parler de ça avant d'être tombé dessus, effectivement, en faisant des recherches, mais c'est... ouais, ça paraît être un peu l'entreprise un peu nouvelle start-up qui veut vendre un nouveau produit de ouf sur le marché, mais... En plus, c'est quoi à ce moment-là? Tu le catégorises comme cosmétique, c'est des gammes de produits qui sont très particuliers, ça... Ouais. Parce que normalement les cosmétiques, normalement un cosmétique ça doit pas avoir un effet avec interagir avec le métabolisme, tu vois. De base, la définition d'un cosmétique doit juste avoir une fonction, je crois, esthétique. J'avais appris ça là parce que je bosse moi sur des cosmétiques pour le coup. Et dès qu'il a un effet sur le métabolisme, il change de catégorie et à ce moment-là, ça devient un truc un peu intermédiaire. Ça devient un médicament, ouais, voilà, une crème. Oui. Ouais, voilà, une crème, oui. Et la réglementation, elle est tout autre, tu vois. Mais ça devient beaucoup plus chaud de le mettre sur le marché. Enfin, il y a tout un tas de règles supplémentaires à respecter, tout un tas de tests, des batteries de tests à faire. Donc, faudrait voir. Et c'est pour ça que la limite des fois est un peu fine. Enfin, des fois, tu as des producteurs, bon là on part un peu, non, on digresse, mais il y a des producteurs des fois de cosmétiques qui en fait, pour éviter que leurs produits soient catégorisés dans médicaments, bah en fait ils mettent une quantité quasiment négligeable de ce fameux principe actif soi-disant qu'ils veulent vendre. Et la quantité elle est tellement faible. Ça contient du. Ouais, ça contient du, mais en fait il y en a tellement peu que de toute façon il y a peu de chances que ça traverse la peau, mais déjà de base, comme il y en a très peu, bah en fait, il n'y a rien qui traverse, et donc en fait, ça n'a pas d'effet. Et donc du coup, c'est presque de la publicité, enfin, ouais, on peut dire c'est la publicité mensongère, mais bon, ils ont réussi à le vendre parce que c'est un cosmétique du coup. Et, bon. Pour l'effet placebo, ouais, c'est vrai, ça peut peut-être marcher. Hein. Moi, sans mon café, je vais pas faire mon activité. Si elle marche, pardon. Ah oui, bah la crème anti-rides. Je crois que dans les cosmétiques, les cosmétiques peuvent avoir. J'ai dit que ça n'a pas normalement, ça doit pas altérer le métabolisme, mais ça peut avoir un effet sur l'épiderme, je crois. Enfin, ça peut avoir un effet. Le seul effet que ça peut avoir, c'est sur, je crois, ce qui est toléré en tout cas, c'est sur la peau. Légalement, c'est sur l'extrémité. C'est considéré comme le métabolisme parce que c'est déjà des peaux mortes, c'est des cellules qui sont pas vivantes. Il me semble que c'est ça. Il y a une marge de tolérance sur ce qui est sur l'extrême surface de la peau, parce que comme ça reste sur l'extrême surface, en fait, tant que ça rentre pas, je crois que il y a une histoire de profondeur. Je crois, pour être plus exact, il y a une histoire de profondeur de pénétration. Et si tu prouves que ça dépasse pas une profondeur de pénétration de temps, alors du coup, ça peut être considéré comme un cosmétique. Je crois que c'est ça le bail. Bon, après, je travaille pas dans la réglementation cosmétique à proprement parler, donc j'ai pas envie de vous dire des conneries non plus. Il y a Surgical Citron qui disait, moi, sans mon café, je vais pas faire mon activité physique quotidienne. Du coup, docteur. C'est marrant parce que du coup, on parlait de l'effet de dopage physique que ça... Ouais, enfin du dopage physique que ça pouvait générer aussi. Parce que du coup, peut-être que ça t'aide aussi ça te donne des capacités physiques supplémentaires.
Mais honnêtement, bah, tu pourrais essayer de faire 100 pour voir si tu as la sensation que, que tu es moins performant ou pas. Après, ça peut être un effet nocebo aussi, parce que si tu prends pas ton Ouais, café et que tu te mets à courir et tu vas te dire oh, putain, comme j'ai pas pris mon café, je vais être moins bon, et ben du coup, tu vas vraiment être moins bon parce que tu vas avoir un effet nocebo. Donc bon, tu vas te maintenant, c'est. persuader que. Ouais, voilà. Alors que ça se trouve, non, tu te débrouilles très bien, quoi. La caféine plus nicotine augmente les fonctions motrices spatiales et la mémoire du travail chez la souris. On n'est pas des souris non plus. Mais c'est vrai que si ça fonctionne, c'est toujours la question des tests animaux. Ils sont très importants, mais à quel point est-ce qu'ils Et, sont ouais. Et puis ça, valables? l'effet que tu décris, c'est le court terme, je crois. Après, sur le long terme, ça peut dégrader, non? Je sais pas. Écoute, moi je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler. Hein. Sur les couches supérieures de l'épiderme, c'est marqué dans les pubs. Ouais, bah du coup, je pense que c'est toléré. Hein. Si c'est vraiment à une profondeur pas trop profonde, pas trop élevée. Est-ce que moi j'avais d'autres trucs? Je regarde vite fait mes notes. Ouais, parce qu'on fait un vrai travail de prise de notes et tout. Pardon. En fait, il n'y a que moi qui ai mon Google Doc. Mais ma feuille de triche, là. Moi je viens le mettre en page de temps en temps. Toi, en fait, toi, tu sais tout. Toi, t'es l'encyclopédie de base. T'as même pas besoin de prendre Ah des notes. non, non, T'es non, juste. non, 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 du tout, non. C'est Big Je lis des Brain. trucs. Get Non, Bazan the non, je Big lis des Brain. trucs et je lis des trucs et j'arrive à régurgiter ce qui reste collé. Hein. C'est Ah vraiment ouais. ça. Et bah ouais. Et puis le problème c'est que quand tu lis des trucs et en fait tu t'as lu, t'as compris sur le moment et en fait quand tu Ouais, racontes le truc, tu racontes le truc mais faux et en fait en pensant que c'est vrai exactement et t'es en ça. mode et si personne le voit dans le chat, tu es en train de faire de la désinformation. Mais bon après, franchement Oh, t'inquiète. c'est pas de la grosse désinformation Et puis que on de a un parler chat de molécules. d'ingénieurs. Ouais, on a un chat formidable qui nous reprend dès qu'on dit de la merde ou presque, donc c'est bon quoi. C'est bien d'avoir des garde-fous. Ouais, non, c'est très important, surtout sur Twitch, quand on fait de la vulga. Ouais, ouais. Euh, Voilà, voilà. Ah oui, bon, dernier petit message, mais je crois que j'en avais un peu parlé, mais il n'y a pas que la caféine qui contribue aux effets du café. Voilà, faut prendre en compte aussi les autres molécules qui peuvent avoir un effet. Donc là, on a beaucoup parlé de la caféine, on a beaucoup mis de choses sur le dos de la caféine, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la caféine, mais dans les différentes boissons que vous pouvez consommer, il y a d'autres molécules qui ont des effets complémentaires. Il peut y avoir un effet qu'on dit cocktail aussi, effectivement, avec la caféine, et qui peut provoquer des effets qui n'ont pas lieu normalement avec la caféine seule. Donc, et c'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, toutes les boissons que vous consommez n'ont pas les mêmes effets sur vous, malgré le fait qu'elles peuvent avoir de la caféine. Des fois, les quantités en caféine sont effectivement différentes, d'où la différence d'effet. Mais des fois, vous pouvez avoir les mêmes quantités de caféine entre deux boissons, mais ça va être les autres molécules mises avec la caféine qui vont peut-être stimuler davantage l'effet de la caféine par un jeu d'effets cocktail justement, ou avoir leur propre rôle de leur côté, ces fameuses molécules, pour, pour vous donner les effets escomptés, quoi. Voilà. En buvant du café, vous buvez de l'eau. Et s'hydrater, c'est bien. Tu as raison, Germain. Maintenant, la Ça, question, c'est c'est, pas bête. et là, Ouais. j'ai pas la réponse, est-ce que l'effet diurétique, donc le fait que ça vous fait faire pipi, et le fait que ça augmente les capacités de sudation de votre corps, est-ce qu'il n'y a pas un effet où boire du café vous fait perdre plus d'eau que l'eau que vous a apporté le café que vous avez bu? J'ai pas la réponse. Faut faire les maths. Ouais. Je suis pas très chaud là pour faire des maths à Non, moi non plus. 21h40. Moi non Bon, bah plus, parce que voilà. ça doit être un vrai travail de doctorat en plus, ce genre de sujet. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Ouais, les gens qui utilisent ça, ils doivent se gaver. Tu crois que quand tu étudies le café, la caféine et tout, et que tu fais tes pauses café, tu te poses des questions sur ce que tu bois en permanence? Ou tu arrives à faire la part C'est des le principe choses? d'un truc diurétique. Attends, Poloche a peut-être la réponse. Notre garde-fou. En tant que buveur de café, la température change beaucoup l'effet. Un petit café très chaud booste beaucoup plus qu'un café tiède. Ah ça, pour le coup, l'effet de la température, Si, la température a elle un a un rôle effet? important, c'est que dans un café chaud, la caféine est beaucoup plus soluble dans l'eau.
Ah, Et du coup la caféine est plus assimilable par le corps si elle n'a pas à être extraite. Quand la caféine est contenue dans des cellules de grains de café ou des trucs comme ça, c'est aussi pour ça qu'on moule le café, c'est que moudre le café, ça brise les cellules du grain et donc ça libère les molécules directement pour être solubilisées dans l'eau. Et donc, un café chaud fait qu'il y a plus de caféine dissous dans l'eau et donc il y a plus de caféine assimilée par l'estomac, par le système digestif. hmm. Donc il y a cette logique-là aussi de l'assimilation par un café chaud. Question qu'on parle de ce qui fait les différents arômes de café. Bah du coup là c'est un autre. En fait c'est tout un autre sujet, hein, ouais, parce que pour le coup c'est pas tant le café qui va donner. C'est pas la caféine qui va vraiment donner le goût. La caféine, oui, voilà, c'est ça. La poudre de base, c'est un goût amer. Et en fait, ça va être toutes les autres molécules qui vont donner l'arôme de votre boisson, en fait. Et c'est un peu un faux, comment dire, une fausse. C'est une idée reçue, par exemple, pour les thés. Moi, je l'avais, cette idée reçue, un peu, tu sais, les thés noirs qui sont souvent assez corsés au niveau goût. Je les pensais toujours plus caféinés. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. Il faut bien dissocier le goût de votre boisson de la quantité de caféine. Vous pouvez avoir des thés qui sont bien plus allégés en goût, mais qui sont beaucoup plus dopés en caféine, que vous sentirez, enfin que vous les sentez plus agréables, moins amers, on va dire, alors qu'un thé noir qui peut vous paraître difficile à boire et qui est moins chargé. Donc en fait, c'est un peu il n'y a pas vraiment de corrélation, on va dire, entre le goût et la quantité de caféine, quoi. Voilà. Écoute. Ouais, on a fait le tour. On peut s'arrêter là. Ça va faire une petite VOD de 2 heures, donc c'est nickel. De 1h50, c'est nickel. Ouais. On va s'arrêter là. Tu fais la petite conclusion et après on fait la pause Si vous voulez, donc t'es sur mon écran là ? Ouais, je peux afficher ton écran si tu veux. La caféine, donc, pour reprendre la forme de molécule, c'est juste pour avoir une illustration. La caféine, donc, c'est une molécule qui est importante pour les plantes et pour les organismes. C'est une molécule qui a un effet psychoactif, c'est-à-dire qui va agir sur le système nerveux des organismes qui la consomment, les animaux en tout cas. Ça a un effet très violent sur les insectes parce que c'est un neurotoxique, ça va venir les paralyser, les tuer. Chez les mammifères, plutôt, ça va avoir un effet énergisant. On en a parlé, il y a plein de symptômes qui sont là-dessus, c'est la vasodilatateur, il y a plein d'effets. Pour les plantes, ça va avoir un effet qui va faire en sorte qu'on va inhiber la croissance des jeunes pousses autour du pied qui génèrent la caféine. Donc, ça a un intérêt évolutif pour la survie des plantes qui en produisent, comme c'est le cas pour le caféier, qui est l'exemple typique. On en consomme depuis la nuit des temps, depuis le paléolithique. C'était sous forme de mâchouillage d'écorce, sous le mâchouillage de feuilles, un peu dans le même genre qu'on a avec les feuilles de coca en Amérique du Sud, où on a une absorption par l'effet de mâchage qui vient briser les cellules de l'écorce ou des feuilles. La caféine, elle est très facilement assimilée par le corps. Elle arrive dans le cerveau 5 minutes après l'ingestion de l'aliment qui vous a fourni le café. Ça peut être du chocolat, ça peut être, qui vous a fourni la caféine, que ce soit du chocolat, du café, du thé, etc. Caféine, théine, c'est le même combat, c'est la même molécule. Elles ont été découvertes dans différentes plantes et du coup, il y a le nom qui est resté collé, mais c'est la même molécule à l'atome près dans ce qu'on voit actuellement à l'écran. Donc, ne confondez pas ça. Faites attention à la consommation. Tu disais que c'était 400 mg par jour ? Ouais, c'est ça. Ouais. En moyenne. Non, c'est la consommation moyenne d'ailleurs. On n'en a pas trop parlé. Enfin, la moyenne. J'ai un mini graphe là qu'on peut montrer vite fait. Ça fait un peu office aussi de conclusion. Voilà, ça c'est la consommation par pays. Bon, on voit pas grand chose là sur mon retour.
Mais par pays, donc chaque bar c'est un pays et vous avez la consommation en fonction du pays, sachant que les couleurs c'est entre café ou thé. En fait, il faut regarder le blanc pour le total, donc c'est la consommation de caféine. Donc le plus gros consommateur de café c'est les Pays-Bas et ils sont de caféine c'est le Pays-Bas. Ils sont à 400 mg du coup. Ils sont on va dire au seuil maximum de tolérance où on dit que c'est ok. Enfin, éviter de dépasser Après, c'est ça. une moyenne. Après, C'est une moyenne. Ça, oui, c'est une moyenne. Le cumul par des deux qui arrive habitant. à 400, c'est thé plus café. Par donc jour, il y a des gens qui boivent pas de café, oui, voilà. pas de thé, etc. Ouais. Et après, ça diminue. Les Français, nous, on est quand même bien placés. On est 10e à peu près là. Enfin, on est dans le top 10 là. On est plutôt à 200, donc on est 2 fois moins. Voilà. Et on voit que la société a des évolutions historiques. L'Irlande et le Royaume-Uni consomment énormément de thé, pas beaucoup de café. Oui, le vert c'est le thé, le marron c'est le café, le total c'est le blanc. En fait, quand vous additionnez vert plus marron, vous avez le blanc. Donc bon, je sais pas si on voit vite fait les noms, mais ça vous donne une petite idée de la consommation. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans le monde. Et je crois que j'avais entendu qu'aux États-Unis, il y a 90% de la population qui en consomme de manière journalière, je crois. Une personne, du café ? Ouais, 9 personnes sur 10. Vache. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà. Est-ce que le résumé, est-ce qu'on a très parlé bien, d'autre chose ? Si vous voulez nous suivre davantage les rediffusions des autres émissions et même de celle-ci, on sera disponible sur ma chaîne YouTube Tout ce qu'on prend replay ou sinon dans l'onglet vidéo de la chaîne Twitch de Get Benzen de Sylvain. Tout à fait. Il y a une collection complète avec tous les formules brutes. Je rappelle qu'on est tous les deux en live. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre nos chaînes respectives. D'ailleurs, on profite petit instant pub. On est tous les deux en live en ce moment. On fait la chaîne l'émission en duo. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sylvain pour aller claquer votre meilleur follow, puisqu'il fait aussi d'autres émissions. Et inversement, Robin, bien sûr, est un vulgarisateur de talent. Merci. Donc n'hésitez pas. Et voilà, on s'arrête là pour la commande n'a pas marché, je ne sais pas. Bon, mais on s'arrête ici pour la rediff. Sur Twitch, on reste, mais sur YouTube, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.